l'agent Riley Finn. Je suis actuellement à la recherche d'un sorcier qui aurait, selon mes informations, enlevé la tueuse et une de ses amies civiles. Riley, pourquoi tu dis pas Buffy et Willow? C'est pas plus simple? Non Alex, c'est une communication officielle avec l'initiative pour leur demander de l'aide. Donc la familiarité y est proscrite. Tu fais ça de ta propre initiative donc. Ok, c'est pas le moment de faire des jeux de mots Alex. Les filles ont disparu, il faut les retrouver. À vos ordres, agent Finn. Regardez, le démon mangeur de chatons à la peau fripée vient vers nous. Salut les gars, vous savez, vous pouvez m'appeler Clément, hein, c'est plus simple. Oublie, c'est Alex qui tente de faire de l'humour. Dis-moi Clem, Buffy et Willow ont disparu, t'aurais pas des infos? D'après mes sources, elles ont été enlevées par un sorcier des internets. Le sorcier des internets? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire. Mais je le connais moi, le sorcier des internets. Sa maison est juste là, venez. Et tu le connais d'où ce sorcier Clément? Bah il fait des podcasts sur iTunes et YouTube. J'écoute de temps en temps, c'est pas mal. C'est bizarre, ça sent les biscuits sablés par ici. L'alcool de poire. Entrez, entrez, soyez les bienvenus. Alors Clément, c'est donc eux que tu as choisi pour le sacrifice. C'est parce qu'ils parlent comme ça dans la salle. Moi je les connais bien. Ah, je le savais, on m'avait dit de pas faire confiance aux démons fripés. Du calme, c'est de l'humour. Bon, alors en vrai, qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Bah, je sais pas, il paraît que vous avez enlevé nos amis Buffy et Willow. Alors. Enlever est un bien vilain mot. Disons plutôt que je les ai envoyés dans une autre dimension complètement exceptionnelle, remplie de métaphores sexuelles et de références à Evil Dead. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous auriez pas un peu forcé sur le calva et la rillette, monsieur Sartman? Je les ai envoyés dans l'univers merveilleux de Pourquoi Buffy c'est génial, et je vous propose de vous y envoyer aussi. Êtes-vous prêts? Ouais, mais je suis prêt depuis que je suis né. En fait. Attention, 3, 2, 1, top! Non! Hey, bienvenue! Donc bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, épisode numéro 42! Salut. Donc Hey! épisode déjà qui commence de manière complètement exceptionnelle, parce qu'il n'y avait pas de musique de générique début, vous avez eu le droit à ce sketch incroyable. Improvisé, complètement improvisé, on peut le dire. Donc je suis donc Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre Vampire, je suis accompagné comme d'habitude de mes acolytes Riley et Clément. Hey! Salut. Bonsoir. Et ce soir, nous avons un invité exceptionnel, nous avons Marc Lesser qui est là. Comment ça va Marc? Bah, ça va pas mal. Salut Marc. Bonjour. Marc qui, comme vous pouvez l'entendre chers auditeurs, a une voix qui peut vous rappeler quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose depuis tout à l'heure. Il arrivait, ouais. Est-ce que vous me reconnaissez? Marc a interprété Alexandre Harris, Alex Harris, Xander, qu'on l'appelle en VO aussi, donc dans la série Buffy contre Vampire, tu es donc la voix d'Alex. C'est ça. Eh ben merci, Cool. merci à toi, c'est un honneur de t'avoir dans notre quand même, podcast. ouais. Ça me fait plaisir. Et on te rigolo. souhaite la bienvenue, hein, Mais merci. déjà. Et on va commencer immédiatement, hein, on a pris des bonnes résolutions pour cette nouvelle année du podcast. On va faire le sommaire. Qu'est-ce que t'en penses, Riley? De quoi on va parler dans ce podcast? On va d'abord faire des gros bisous comme d'habitude. Donc là, Marc, c'est le moment où il faut faire des gros bisous aux gens que t'aimes bien. Eh ben, bisous. Enfin, c'est pas tout de suite. Ah bah, pardon. C'est le sommaire. Mais oui, prépare-toi. Pense Ok. aux gens que tu aimes bien. Ouais. J'aime personne. Ensuite, on retrouvera la nouvelle rubrique Actu. Si tout va bien à la technique. Alors, oui. On l'aura pas en live, mais elle sera là. Elle sera là dans la post-prod. Et après, on commentera l'épisode The Remplacement, le double en VF, qui est l'épisode 3 de la saison 5. Un épisode spécial Alex. Ah bah, ça Je tombe bien. crois qu'on a un peu fait exprès. C'est plutôt On peut bien dire tombé. que ça tombe plutôt pas mal. Et ensuite, du coup, on parlera de... Ah oui, pendant cet épisode, on parlera de confiance en soi, de devenir adulte et de doublage, évidemment, avec notre invité. On parlera aussi même de Kung Fu et de Star Trek. Ok, C'est... je crois qu'on parle tout le temps de Star Trek. Bon. c'est une bonne série. Et après, on fera enfin la rubrique de l'invité avec Marc. Donc, on parlera de ton travail, hein, de tout ce que tu as fait pour Alex. Beaucoup de choses Beaucoup de choses à faire, donc faut y aller. Hein. Allons-y. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on y remédie. Le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion. Je vous rappelle notre blog, là où vous pouvez trouver tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Et vous pouvez nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show et groupe13.fr. Et on dit bonjour à tous les gens qui sont sur le chat. Ouais, ce soir. salut le Ouais, chat. il y a du monde, il y a du monde. Bonjour, Salut, le chat. David. Salut David, Shaina, Barry Allen, Et alias
On a déjà des compliments on peut- sur le sketch d'introduction, hein, qui a beaucoup plu aux gens. Zander, Laetitia, Jérémy, Clarisse. Incroyable invité, nous dit Merci David. d'être là ce soir. Merci. Et tout de suite, c'est la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a She bathes you? Nothing can defeat the penis! Alors moi je commence, j'ai des gros bisous 5 étoiles à faire à Turok Anne, un spécialiste de Buffy du 69, merci pour les 5 étoiles. Des gros bisous à Mac Van Dien, le costumier de la saison 7, qui a fait un petit tweet qui parlait du podcast. Sur Twitter aussi, on a échangé avec Dr Zoidberg et Marvin Rouge. Excellent pseudo. Et sur Facebook avec Queen Purgatoria. Voilà, que des messages sympathiques. Ah non, ça c'était sur Twitter aussi. Des gros bisous à Amélie, c'est un oui, il manque un accent. À Amélie et à Jérémy aussi qu'on a croisé sur Facebook. Est-ce que vous avez des gros bisous? Riley, vous avez des gros bisous? Oui, très gros bisous à César du podcast Hommage Collatéral et On n'est pas trouvé pour ses conneries avec Bisous, César. qu'on a César. croisé l'autre jour avec qui on a bu un petit coup. On a bu des bières. Voilà. Parce qu'on aime gros boire des bisous à César et gros bisous au podcast Anthropode aussi qui ont parlé de notre podcast dans leur épisode 47. Tout à fait, ils ont expliqué aux gens Pourquoi Buffy, c'est génial. l'intérêt d'écouter notre podcast. Ouais, C'était très bien. c'est super sympa. Merci beaucoup à l'Anthropode et gros bisous. Marc, as-tu des gros bisous à Oui, transmettre? je voulais faire un gros bisou à mon moment. Non, je rigole. Oui, si, quand même. Quand même. Non, tiens, je vais faire un gros bisou à tous mes potes du Centre de l'Arche qui ont couru le marathon de Paris. Oui, hier, c'est dimanche. pour mettre un petit peu de sous pour les enfants dont ils s'occupent au Centre de l'Arche près du Mans. C'est une histoire qui me touche beaucoup, donc vous pouvez aller voir sur mon Facebook, j'avais mis des infos là-dessus et félicitations à eux. Le Mans, la Sarthe, je valide tes réponses, represent, hein. Je veux dire, terrible quoi. Clément, des gros bisous? Non, pas ce soir. Ah, d'accord. Allez, un petit bisou. Un petit bisou là. Clément, t'es fâché quoi? Ne tente pas, Marc. Non, un gros bisou aux gens qui écoutent en ce moment. Voilà. Bon, c'est un peu facile, mais bon. C'est très facile, je suis très lâche. On enchaîne avec la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here, quick photo, please. Shot. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Donc la rubrique Actu, comme vous le savez, donc deuxième fois qu'on a la rubrique Actu dans le podcast, on va écouter Big M qui nous donne toute l'actualité, convention, actualité des comédiens, actualité de la série, qui nous résume ça en 2 minutes. Hey, c'est Big M et bienvenue dans la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. On commence hélas avec une nouvelle très triste, puisque Luke Perry, connu pour son rôle de Dylan McKay dans la série des années 90 Beverly Hills, nous a quittés le 4 mars dernier. On rappelle que Luke Perry a interprété le rôle de Pike, ou Marcel en VF, le premier amour de Buffy, dans le film de 1992. On enchaîne en revanche avec une très bonne nouvelle. Notre Faith, Eliza Dushku, attend un heureux événement. Dans la catégorie Convention et Rencontres, on remercie d'abord les personnes et fans qui étaient présents au dernier salon Paris Manga, lors duquel on avait l'occasion de rencontrer Amber Benson, James Masters et Tonton Anthony Head. La scénariste et co-showrunneuse de Buffy, Martine Oxon, s'est rendue en France au dernier festival Sérimania à Lille en tant que présidente du jury de cette 10e édition. Elle y a laissé entendre qu'elle préparait une série sur des sorcières. Faisons à présent un point sur le prochain fan-meet de CloudCon prévu pour octobre 2019. L'acteur Mark Metcalf a malheureusement dû annuler sa venue. Toutefois, il laisse sa place à James Leary, alias Clément, le démon à la peau qui pend. Et CloudCon accueillera également la belle Mercedes McNabb, qu'on connaît pour son rôle de Harmony Kendall. Les 27 et 28 avril prochains aura lieu une convention supernaturelle à Paris, la Darklightcon 3.
Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce que parmi les invités, on compte Felicia Day, bien connue par les fans de Whedon, puisqu'elle jouait entre autres le rôle de la tueuse potentielle Vi dans la saison 7 de Buffy. Et si vous souhaitez voir ou revoir Nicholas Brendon, n'hésitez pas à vous rendre au Geek Days de Lille les 18 et 19 mai 2019. Et maintenant, côté carrière de nos acteurs préférés. Amy Acker, alias Winifred Burkle dans Angel, rejoint la série Grey's Anatomy. Adam Bush, le mal-aimé Warren Mears de Buffy, rejoint le cast de Proven Innocent, une série produite par nul autre que Danny Strong. Et Nick Brendon, quant à lui, a récemment participé à l'épisode 17 de la saison 9 de la web-série française Noob. Pour les collectionneurs, sachez que tous les titres de l'épisode musical Once More With Feeling ressortent sous forme de disque vinyle. Les stocks s'écoulent très rapidement, les versions bleues ne sont déjà plus disponibles. Il faudra donc se pencher sur les deuxièmes éditions, celles au disque rouge. Et pour conclure, n'oublions pas que la série Angel fête à son tour ses 20 ans cette année. Et à cette occasion, l'interprète de Charles Gunn, J. August Richards, a laissé entendre qu'une surprise est en approche. À vous le trio. Eh super rubrique actu, la rubrique actu, bravo Big M encore. Une de tes meilleures. Voilà. Et surtout, tu nous as parlé, Big M dans sa rubrique actu, nous parle de Nick Brendon, qui a joué récemment dans la web série Noob. Est-ce que tu as entendu parler de ça, Marc ? Pas du tout. Pas du tout. Oui, Pas parce du qu'il tout. a joué en anglais Noob, en fait. Oui, Noob, ouais, mais je savais pas qu'il a joué dedans. Ouais, Il a joué un tout petit rôle et il est sous-titré. Ouais. Ah, C'est vrai. Et c'est dommage, on aurait j'aurais pu voulu. le doubler. Ça n'a aucun sens parce qu'il est sous-titré et en face, dans le contre-champ, les gens ils parlent français. Enfin, il n'y a aucune logique en fait. Je crois. Ouais, mais je crois que. Je crois qu'ils font comme ça, ouais. Je crois que c'est l'esprit, c'est d'être un peu oui. à la cool, quoi. Hein. Ça a l'air d'être très à la cool. Nick Brendon, qui joue dans une série française, c'est à saluer. Ouais, mais il aime bien venir en France, hein, je crois. On enchaîne immédiatement avec le gros morceau de cette émission, évidemment, l'épisode du jour. Je dis pas ça pour moi, hein. Ah la vache. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia. Mixed in a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Alors, de Replacement, le double en VF, épisode 3 de la saison 5. Un épisode donc qui a été diffusé pour la première fois le 10 octobre 2000. Épisode écrit par Jen Espenson et réalisé par Albert A. Container. On le connaît, ce en tout réalisateur cas, fait beaucoup de jeux de mots sur son nom. C'est pas lui, c'est lui déjà. Si, on l'a déjà. Ah d'accord, on a déjà fait ces jeux de mots. On a mal préparé, mais effectivement, Jen Espenson et Albert A. Container, c'est des. On les connaît. Bah oui, c'est des spécialistes. Bah, Ils sont des habitués de la réalisation et de l'écriture de Buffy. Jen qui est, je le répète, ma scénariste préférée après Joss Whedon. J'adore. Même sur cet j'adore ces épisodes. Est-ce que vous avez un pitch, au lieu de dire des bêtises? Oui, j'ai un petit pitch, j'ai préparé un petit pitch, bien sûr. Donc c'est au tour de Xander de franchir une étape du passage à l'âge adulte. Et oui, effectivement, il loue son premier appart. Oh là, une étape dans la vie, quoi. Il s'installe avec sa copine, et ouais, c'est quand même assez important. Mais il y a le méchant démon Tot qui débarque à Sunnydale, et par un malheureux concours de circonstances, Alex se retrouve avec un double. Et donc lequel est le vrai, lequel est le faux. Voilà. Et toi, tu te souviens de cet épisode, Marc, ou... Oui, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est quand même très ancien pour moi tout ça. Hein. Ouais. En plus, là, donc, anecdote, évidemment, c'est son frère jumeau, en fait. Oui, qui joue, Brandon, tout à fait. Ouais. Et j'ai doublé les deux, si je me souviens bien. Oui, du coup. Ah, t'as pas fait appel à une chance. Non, il n'y a pas un mec qui... D'ailleurs, c'est peut-être assez sympa, parce que dans cet épisode, sa version un peu sérieuse et tout, ça doit changer un peu. C'était assez rigolo, puisque lui était assez léger tout le temps, mais il avait quelques épisodes où il devient plus sérieux, quand même. Vous êtes prêts, messieurs, à lancer l'épisode? On est prêts. Et vous, Sartman, vous êtes prêts? Ah bah moi je suis super prêt. Moi je suis super prêt. Hein. Attention. Ils sont très contents de t'entendre, Marc, en tout cas. Ah, il y a des fans de Dragon Ball, évidemment. Bah oui, mais ça il y en a partout. Ils sont partout. Ah mais ça vous pouvez pas, on est partout. Les fans de Dragon Ball, ils sont partout. On parlera de Broly après l'épisode. Il y a des chances qu'on t'en parle un petit peu. On en parle après. Nous sommes une grande communauté. Ah, c'est sûr. Attention, de chez vous, munissez-vous de votre souris, de votre télécommande. Je vais lancer l'épisode dans très bientôt. Attention, 3, 2, 1, taupe, c'est parti. Il a dit taupe.
Et donc l'épisode, comment ça marche? C'est incroyable, ça marche, quelque chose qui marche pour une fois. Donc on commence avec un previously, donc on arrive, c'est un épisode qui arrive immédiatement après l'épisode Real Me qu'on a déjà commenté, dans lequel donc on a découvert Dawn, hein, vous vous rappelez, c'est le truc complètement fou de ce début de saison 5. Buffy a une sœur. C'est la première fois qu'on s'en rend compte. Et donc évidemment, faut l'expliquer, et comme l'arrivée d'une ado dans une série met un peu le bazar, et ben ça a des répercussions, notamment sur la santé d'Anya. On voit que dans l'épisode précédent, elle a pris un gros pain, et donc elle va être blessée, et ça tombe bien, parce que dans la scène d'après, on la voit avec un bras en écharpe, hein. C'est quand même bien écrit cette histoire. Donc première scène, Anya est un peu blessée, et on a donc nos 4 amis, on a les 2 couples, Xander, Anya et Riley Buffy, qui sont en train de regarder Duel of the Iron Fist, un film hongkongais de 1971 de Chang Cheh. Donc c'est une histoire de bande mafieuse qui ils sont pas très contentes, il y a des frères ennemis, tout ça, et il y a des grosses bastons. Enfin, c'est un film très cool, c'est un film culte un peu du cinéma hongkongais. Je vous le conseille. Et surtout, c'est un film qui est intéressant, qui n'a pas été choisi au hasard, parce que je vous dis, c'est une histoire de frères ennemis. T'as le frère qui est considéré comme étant gentil, parce que voilà, il y a le parrain de la mafia qui s'est fait un petit peu assassiner. Et donc les 2 frères se revendiquent tous les 2 la succession. Et donc t'as le frère un peu sympa, mais qui finalement n'est pas si sympa que ça, et celui qui apparaît comme le méchant, qui finalement passe son temps à sauver les autres. C'est l'ambivalence, tout ça, les 2 côtés d'une même personne. Voilà. On est déjà dans l'esprit de l'épisode qu'on va voir aujourd'hui. Donc il n'a pas été choisi au hasard, même si dans le scénario original de Janice Benson, elle avait juste écrit les amis sont en train de regarder un film de Kung Fu. Donc on ne sait pas exactement qui a choisi. C'est pour la vanne, parce que c'est très drôle, c'est quand Buffy dit que c'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'était surtout pour cette vanne-là. Son regard de professionnel. C'est très drôle. Puis ce qui est intéressant à cette scène, c'est qu'il y a une espèce de double de lecture un peu méta, c'est-à-dire que c'est eux qui regardent un film, alors que nous on est en train de regarder une série, et pareil, on juge les codes et tout. Et là, j'aimerais qu'ils rebondissent là-dessus, qu'ils respectent les codes, mais en même temps, ils jouent avec. Je sais pas, c'est cool. Alors moi j'ai une première question pour Marc, parce que j'ai remarqué que dans la VF là, tu t'es permis une petite digression par rapport à la version originale. Tu fais jouer Alex avec un accent chinois quand il se moque de la VO. Bah d'ailleurs oui, c'est très drôle, c'est complètement méta, il se moque du doublage. C'est possible que j'ai fait ça, c'est vrai. Et alors dans la VO, il y avait pas Alex le disait normalement. Et toi tu lui as fait dire avec un accent chinois. Je ne sais, il faudrait que je réécoute effectivement, mais c'est tout à fait possible que j'ai fait ce genre de bêtises. Mais alors, ça fait partie des petites impros qu'on peut se permettre. Honnêtement, à l'époque, parce que maintenant, on est un poil plus surveillé. Je ne sais pas. Enfin, moi, je pourrais peut-être le faire parce que je suis un petit peu connu pour ça, on va dire. Mais je pense que quand tu connais bien un personnage, au-delà de ça, là, ça faisait quand même plusieurs années qu'on le doublait. Quand tu connais bien un personnage, tu te permets des fois ce genre de choses parce que ça me semblait bien aller avec son humour et tel qu'il était. Et puis, il y a quand même. Alors là, c'est peut-être plus private joke, mais par rapport au doublage des films hongkongais, moi je suis assez fan. Ça m'est arrivé d'en doubler, et c'est très dur à doubler en fait, parce que les rythmes sont hyper différents. T'as beaucoup de mal à repérer leurs intentions dans l'original, etc. Et je trouvais ça assez marrant qu'il y ait cet extrait de film à ce moment-là. Sans compter que quand même dans Buffy, tous ces petits trucs-là, moi je suis pas à fond comme vous avez disséqué les trucs, mais je sais par principe que dans cette série rien n'était innocent. Donc s'il y a cet extrait-là à ce moment-là, c'est que c'est soit un clin d'œil, soit ça permet de ce côté-là, l'écriture elle était chouette quand même sur Buffy. Et ben là je te dis, on l'a vu très clairement. J'ai dû me farcir le film en entier pour comprendre que j'ai dû faire un accent chinois de balle de japonais de Michel Leb quoi. Bonjour, comment ça va? Ouais, mais des nems. Ouais, mais vu qu'il se moque du mauvais doublage. Pour le coup, non, mais c'était assez, c'est assez cohérent vu qu'il se moque du Whedon. Oh, plan Whedon, mon plan Whedon préféré. Ouais, et puis oui, enfin comme tu l'as dit, c'est quelque chose que le personnage Xander pouvait évidemment se faire. Faut pas. Ça montre que tu le connais bien à ce moment-là. Quand tu improvises des petits trucs comme ça, faut que ça reste dans le personnage pour que justement, voilà, faut pas te permettre un truc trop à côté quoi. Mais Xander étant le geek fanboy du groupe, ça reste cohérent. Qui dit bah non, c'est quoi ce doublage tu vois, non, ça marche. La vanne. Donc on y est, ils visitent l'appartement d'Alex, enfin le futur appartement d'Alex et Anya. Entre amis. Ça c'est une idée bizarre de visiter un appart entre amis, non? Est-ce qu'on a déjà... Moi j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Non, c'est pas conseillé, non, parce qu'après le genre relou que d'emmener tes parents aussi, non?
C'est vrai, parce que tes parents ils vont trouver que le truc fuit, que c'est trop cher. Donc là, très bien. Justement, l'agent immobilier croit que celui qui cherche un appart, c'est Riley. Oui, parce qu'il présente mieux. Il y a ça qui a été mis en place dès la première scène, c'est qu'on se rend compte que Alex est un peu jaloux, admiratif en tout cas de Riley et de la relation qu'il a avec Buffy. Riley apparaît comme un adulte, voilà. Plus mature, bien sûr. Voilà, d'ailleurs, ça se confirme encore avec l'agent immobilier. Lui, il est habillé comme un fan de Offspring. Voilà. Ouais, pas de mode en tout cas, manifestement. Voilà, et donc tout de suite, il est pris au sérieux. Lui, ce qu'il n'est jamais pris au sérieux. Enfin, ça va être comme ça pendant tout ce début d'épisode. Il va être mis en comparaison avec Riley, et pour montrer que de son point de vue, il est pas à la hauteur, quoi. Il est pas adulte, il est pas encore adulte. Et on va voir qu'en fait, c'est une image qu'il se fait. Il a les capacités d'être adulte, mais il s'en rend pas compte. Il agit encore comme un ado attardé. Et, En même temps, c'est un peu le personnage de Xander qui est écrit comme ça. Il est pensé comme ça. C'est voilà, il est un peu à l'arrache, quoi. Et puis là, dans cet épisode, c'est un peu surligné qu'il est vraiment. Oui, le manque de confiance, etc. Hyper surligné. Ouais, exactement. Il y a une grosse thématique, c'est aussi la confiance en soi. On se rend compte qu'il est pas capable, il se sent pas capable de faire les choses parce qu'il se bloque lui-même, et alors qu'il est complètement capable de le faire. Ça, on le comprendra à la fin de l'épisode. On va le voir d'ailleurs. On peut noter que l'actrice qui joue l'agent immobilier, pas dingo. Voilà, ça joue beaucoup à base de hochements de sourcils et de grosses grimaces. C'est pas très très subtil. Mais bon, ça c'est vrai que plus tard, quand elle va être dans l'inverse, quand elle va un peu draguer Xander, pareil, ce sera pas non plus dans la subtilité. Non, c'est pas et je me demande si dans la VF, la comédienne qui joue est pas évidemment dans Friends et dans Urgence. Il me semble alors clairement avoir entendu cette voix. Wikipédia, faut regarder. On a un spécialiste des voix françaises avec. C'est pour ça, je me demande si. Mais en fait, je suis quasi sûr qu'elle était dans Friends et dans Urgence en VF. Bref, reprenons le cours de l'épisode. Donc, vous trouvez son jeu un peu exagéré? Is my arm hurt and I'm tired and I don't really feel like taking it to tour of beautiful things. Après, pour la défendre un petit peu, je ne sais pas, mais quand t'es comédien et que t'arrives sur un tournage où tout le monde se connaît, tout le monde connaît son rôle, ça va être évident, et que toi tu n'as qu'un jour, tu vois, une séquence à faire, en fait c'est hyper dur de bien t'intégrer. Merci, c'est pas Marc, toujours évident. Je défends un peu les potes quand même. Mais t'as bien raison, parce que nous on n'est pas du tout comédien du coup. Pour avoir déboulé de temps en temps sur des tournages où genre voilà, tout le monde se connaît, et toi t'as juste le petit rôle, effectivement, de l'agent immobilier, du mec au bar, et tu fais, c'est pas toujours évident d'être à l'aise, etc. Voilà, surtout qu'il paraît donc là on est en 5ème saison, tout le monde se connaît et tout. Toute l'équipe passe leur temps à dire que il y avait de moins en moins de consignes qui étaient données, c'était un peu ça roulait. Eux ils roulaient quoi. Je sais pas du tout comment était l'ambiance sur les tournages, par contre, j'avoue. Ils étaient tous contre Sarah Michel. C'est vrai. Non mais il me semble que c'est à peu près ça. Ah ouais. C'était elle qui était contre elle peut-être, enfin contre eux je veux dire. Non, on a raté, Giles vient de se faire péter la gueule. Oui, alors démon. Et c'est complètement dans la thématique de la confiance en soi aussi. Giles s'est retrouvé face à un type qui en impose, et alors que Giles est quand même un mec, on le sait maintenant, il sait un peu se battre, il sait faire des tours de magie, tout ça. Et là il a complètement pris par surprise et pris sous l'emprise de ce monstre, donc de Tot. C'est un démon qui s'appelle Tot. J'aime beaucoup ce démon. On parlera de son design de visage qui est assez impressionnant. Plutôt cool le maquillage. Et Giles a été complètement pris au dépourvu. Il avait plus aucun peps. Il s'est fait avoir comme un bleu. On peut parler de la boutique de magie de secondes aussi. On peut en parler. Là, il faisait l'inventaire de sa future boutique de magie, donc qu'il vient d'acheter, et qui va devenir un décor hyper important dans la série, quoi. Qui va être la nouvelle bibliothèque. Ce qu'il n'y avait pas du tout en saison 4 donc il n'y avait pas de décor un peu QG. Si, il y avait un peu la maison de Giles quand même. Ils alternaient en saison 4, ils étaient en peine de lieux spéciaux pour les là c'est bien, je trouve le concept de la boutique magie super, c'est vraiment une super idée. Le décor est super. Dans les bonus DVD de la série, on apprend que Jen Espenson, donc je rappelle qui a scénarisé cet épisode, a nommé le démon Tot juste pour faire un jeu de mots. Le jeu de mots dans lequel Buffy dit que Tot c'est le terme britannique pour dire demeurer, parce qu'elle imagine que Giles est en train de traiter Riley de demeurer, et voilà, elle a juste nommé comme ça pour ce jeu de mots. C'est intéressant. C'est très marrant aussi, hein. Bah oui, le jeu de mots, on adore. Au bout de 5 ans, tu écris une série, t'as tes petits trucs, hein. C'est vrai, je suis à l'aise.
On est encore au niveau des interactions entre les personnages, on est toujours aussi dans cette thématique du celui qui a plus confiance en lui que d'autres. Il y a un phénomène de hiérarchisation qui se passe entre les personnages que moi je trouve intéressant. Personne veut passer pour le débile du groupe. Donc Jace qui a un peu commencé la scène en tant que tu t'es fait avoir comme un nul et tout. Il se repasse la patate chaude peut-être. Ouais, il va balancer à Alex. Ouais, fais attention à ça quand tu touches au truc. C'est pour bien montrer que moi je suis un adulte par rapport à toi. Riley qui apparaît comme le mec sûr de lui se fait vanner par sa meuf immédiatement parce que Buffy c'est quand même au niveau confiance en soi. Buffy elle est là-haut dans l'espace. Donc il y a ça qui se met en place. Il y a moi je suis le leader, un jeu de leader qui arrive et dont Alex est régulièrement le perdant quoi. Ouais, en bas quoi, ouais. Ça on l'a bien vu. C'était montré aussi dans l'épisode de The Zeppo où justement il est le 0 pointé, où il était pareil, il était exclu du groupe pendant que s'occuper de l'apocalypse. Il avait sa petite aventure à part. Est-ce qu'il a pas toujours été un peu exclu, Xander? Mais en fait c'est quand ça arrange les scénaristes un peu, je trouve. Je sais pas s'il était exclu, mais c'était un peu son rôle d'être une sorte de Candide, d'être celui qui était faible en fait quoi. Le cœur du groupe. Même s'il pouvait se révéler courageux dans certaines conditions et tout ça, c'est l'humain quoi, voilà, effectivement. Et heureusement qu'il est là dans beaucoup de scènes régulièrement dans la série. Heureusement qu'on a je sens ce personnage sans pouvoir, naïf, qui prend les choses et drôle. Je pense que c'était son rôle. Ouais, complètement. Et puis là il se sacrifie là, il va protéger. Il essaye de protéger. Ça m'a étonné d'ailleurs. C'est peut-être mal mis en scène, mais voilà, comme il se jette sur le rayon, ça m'a étonné. Ouais, il protège Buffy tout le temps et c'est son rôle. Il se jette pas dessus, effectivement. Il fait un acte héroïque, il se prend ce coup là. Entre temps on a vu Spike qui faisait les poubelles, donc ça en dit long sur l'état du personnage. Ça va mieux pour lui. Surtout moi j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Todd encore. Enfin ça fait 3 fois que Todd débarque dans la série, 3 fois qu'il arrive par surprise, avec des mouvements de caméra, tout ça à chaque fois. Parce que c'est un début, on l'a pas dit, mais qui est un peu dans un faux rythme. Voilà, il y a des séquences de dialogue assez longues et à chaque fois l'arrivée du démon est là pour booster un peu l'épisode. Twist de fin d'acte 1, on découvre qu'il y a 2 Xander. Ils sont 2. Un Xander qui a été récupéré dans le même plan parce que donc on le disait tout à l'heure, c'est le frère jumeau de Nicolas Brandon qui joue dans cet épisode. Comment il s'appelle son frère d'ailleurs? J'ai même pas noté son prénom. Alors c'est noté dans mes fiches beaucoup plus tard. Ah d'accord, tu nous diras son prénom. Il s'appelle Kelly Donovan. Ah oui d'accord. Ils ont pas le même nom? C'est des noms d'artistes. Kelly Donovan, ça sent. Okay. Alors plan Evil Dead parce que là c'est H dans Evil Dead 2. Ah oui, il fait même la même tête, t'as raison. Ouais. Voilà, donc ça y est, le plan Evil Dead est fait, on peut poursuivre l'émission. Il faut savoir qu'il y a toujours des références à Evil Dead dans chaque épisode de Buffy. Je sais pas si tu avais remarqué à l'époque. Non, pas du tout. J'ai lu ça après en fait. Mais voilà, Clément l'a remarqué pour nous. Et donc oui, Xander qui comprend pas ce qui s'est passé. Donc et l'image est forte aussi, on n'a pas noté. Il se réveille dans une décharge quoi. Il se réveille au milieu des poubelles. Il est au plus bas que le pauvre. L'image qu'il a de lui-même quoi. Le gars vaut les poubelles. Il a dormi dans les poubelles. Donc c'est pour vous dire. Donc ça part mal. Et là, la mise en scène continue de nous le dire. Il se met par terre pour espionner. Il s'est cogné le pied. Là il va se faire un croche-patte à lui-même. Et là il y a un beau Xander magnifique. Voilà, tout ce qu'il n'est pas qui le voit. Ok, d'accord. Ah oui, donc il a pris ma place. Mais je suis nul en fait. Oh, pauvre Xander. Non, c'est terrible. Moi j'aime bien cet épisode. C'est pas rigolo, surtout qu'il y a une chute. Et bim. Après, quoi. Ça fond des caisses là. Ouais, un petit peu. Après ça a été un peu justifié par le scénario. On va voir plus tard. Alors donc vous vouliez des infos sur le frère jumeau de Nicolas Brandon. Alors Kelly Donovan. Juste son nom, ouais. Donc Kelly Donovan. Il faut savoir que donc c'est son frère jumeau depuis toujours. Depuis Waouh, incroyable info. Celle-là elle est belle. Ça c'est son frère jumeau depuis 2 ans à peu près. C'est un scoop. Mais surtout que l'idée voilà de faire un épisode mettant en scène un double d'Alex était déjà venue plusieurs fois aux scénaristes parce que dès le début ils ont su qu'il avait un frère jumeau et Kelly Donovan avait déjà participé à la série en tant que doubleur cascade certaines fois et là donc ils ont mis en place cette idée qu'ils avaient eu donc dès le début de faire un épisode double. Ce qui est quand même pratique. Comme on l'a dit, dans les mêmes plans, on voit les deux Xander, il n'y a pas besoin de faire un montage. Ça t'évite, un effet spécial des effets spéciaux comme dans les visiteurs.
Je pensais à Retour le futur, mais bon, chacun ses références. Moi, j'aime bien Christian. Et donc oui, c'était l'anniversaire donc de Kelly et de Nick Brandon il y a quelques jours, vendredi dernier, on nous dit sur le chat. Et donc, du coup, de Kelly Donovan aussi, du coup. C'est ce que je viens de dire. Mais voilà, on a bien fait de faire cet épisode. Vraiment bien fait. Suit, ça fait c'est déjà ça. Mais voilà, comme on est dans une série, je vous le rappelle, semi-feuilletonnante, il y a l'intrigue principale qui est liée à Buffy, c'est une série aussi qui s'appelle Buffy contre les vampires. Donc même si c'est un épisode centré sur Xander, Buffy doit avoir sa place dans l'épisode. Donc c'est pourquoi on a régulièrement des rappels de l'intrigue propre à Buffy, qui est sa petite sœur, sa relation avec son petit ami, son désir de vouloir approfondir le rôle de tueuse. Enfin, voilà, on ne peut pas être que uniquement centré sur Xander. Voilà, là on a une scène avec Spike. Scène avec Spike aussi, c'est sur une scène plutôt fil rouge de la saison. Alors, scène super intéressante, mais oui, qui n'a d'intérêt que remise dans le contexte de toute la saison 5. Moi, je trouve cette scène géniale parce qu'il y a 3 répliques, quelques plans, et voilà, on voit tout, on comprend tout de suite la relation très très bizarre que va avoir Spike avec Buffy, entre idolâtrie et envie de meurtre, quoi. Voilà, il fabrique une fausse Buffy, quoi. C'est des prémices du prochain du Buffy Bot. Et voilà, il veut la tabasser quand même, mais après il la prend dans ses mains et tout. Enfin voilà, c'est très 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 bizarre cette relation. Et on le voit avec ce qu'il fait avec la poupée, avec le mannequin. Il l'aime, mais voilà, c'est passionnel, quoi. Moi j'ai fait pareil, j'ai fait mon ex en boîte de pizza. Ah d'accord. Tu te livres beaucoup, Clément, je trouve. Ce soir je suis à l'aise. Ouais. Donc là on arrive au chantier, au travail donc de Alex. Alex, un autre Alex, le winner, quoi, Alex le côté winner. Alors j'avais encore une question, j'avais une question pour Marc aussi. Oui. Au tout début de la scène, on entend juste une réplique, on entend un mec dire compris chef, mais avec ce genre de voix. Oui. Et je me suis dit très classiquement qu'on fait pas venir un comédien juste pour une réplique. Donc j'imagine que c'est un des comédiens qui a transformé sa voix pour faire le compris chef. Il faudrait que j'écoute ça mais c'est possible, oui. Quoique bon, si des fois pour juste une réplique. C'est comme ça que tu débutes, hein. Si tu laisses pas ta chance à quelqu'un, c'est comme ça que les gens débutent. T'arrives, tu fais le barman qui fait vous voulez quoi, un café, ok merci, et c'est tout, tu fais juste ça et tu te barres. Et si tu veux c'est bien quoi, parce que ça te permet de t'essayer, ça permet de rencontrer des gens, d'être sur un plateau. J'avais pas du tout pensé à ça. Souvent les petits rôles servent à démarrer, hein. D'accord. C'est hyper important au contraire d'appeler les gens. En règle générale, nous on n'aime pas trop justement faire un petit rôle en plus. On le fait des fois dans les dessins animés surtout. D'accord. Mais parce que si tu dois beaucoup changer ta voix ou un truc comme ça, on ne reconnaît pas. Mais c'est vrai qu'on essaie d'éviter parce que quelque part ça permet à des gens moins expérimentés de s'essayer et de démarrer. Tiens. Très bonne idée. Là, scène encore géniale. Clément, tu veux dire quelque chose peut-être? Oui, vas-y, mais moi j'ai une question, je me pose, c'est pourquoi Xander répète ce que le public a comme information. Je sais que c'est un parti pris depuis tout à l'heure parce qu'il fait que dire des évidences, mais pourquoi avoir choisi pourquoi Xander parle alors qu'on est clairement en train d'apprendre tout ce qui est en train de se passer. See how it goes. It's more responsibility, but the pay is better. Alors moi ce qui m'intéresse dans cette scène c'est que vous voyez Xander regarde l'autre, on va dire le Xander loser regarde le Xander winner, on va les appeler comme ça, à travers une vitre dégueulasse, un grillage et tout. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que toutes les scènes où il va voir donc son double, il les voit à travers un prisme déformant. C'est parce que c'est comme ça qu'il n'arrive pas à se voir correctement en fait. Là il écoute à travers la porte, donc tout à l'heure il regarde aussi par. Pourquoi il a 4 pattes? Il se met à 4 pattes, il se met plus bactère. Enfin toute cette. Ils ont un peu chargé. Ouais, exactement. Quand même, parce que il est carrément plus malhabile que d'habitude. Oui, exactement. Mais après, ça va plus ou moins justifier parce qu'on va voir que donc, ces deux Xander, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, attention, spoil, sont les deux facettes d'un même personnage en fait. Bien sûr. Ils doivent se compléter. Et donc, celui qu'on pense être le vrai est finalement juste celui qui est un peu plus ado qui a pris toutes les parties un peu ado, un peu naïve, un peu maladroite. Aujourd'hui, on dit adolescent. Ouais, et celui qu'on prend pour le Evil Xander, qui n'est évidemment pas Evil finalement, il a juste pris les capacités plus adultes sur de lui quoi en fait. Mais ce sont la même personne, c'est voilà. Et ça complexifie Alex, moi j'aime bien. Ouais, mais justement dans cet épisode, il apprend qu'il peut être aussi comme ça, comme le Xander Winner.
qui Mais plaît d'ailleurs, on beaucoup va à le voir l'agent. plus tard, mais les autres, ils vont même pas se douter tout de suite. Buffy, Riley, ils vont pas voir que c'est le pas. Et en plus, Xander, à part Anya et Cordelia, il a pas eu un grand succès avec les femmes. Là, pour le coup, celui-là, ce Xander-là, Winner, est sûr de lui, il séduit, hop, la meuf, elle lui file son numéro sans qu'il fasse rien. C'est un truc que Xander est pas habitude. Quoi. Ça te fait rêver, ça, Clément. Hein. Ah bah, j'aimerais bien être comme lui. Enfin bon, c'est un film, hein, les gars. C'est vrai. Allez, revenons. Priorité au direct. Il y avait une petite référence, peut-être, j'ai oublié comment qu'il y avait, à Batman et Double Face avec la pièce là. Où il y avait ouais, j'y ai pensé. C'est quoi la pièce? Bah ouais, c'est juste. Elle fait rien. En fait, elle fait rien dans l'épisode. C'est ça, parce qu'elle sert à rien. Je suis pas sûr que ce soit une référence. Bah ouais, mais pourquoi insister dessus avec un insert et tout? Parce qu'on se dit que c'est un démon. Et puis le fait qu'il y ait double face de deux personnalités, je pense que c'est. Ah tiens, ils oui, ont peut-être pensé quand même. C'est possible. Donc la confrontation inévitable entre les deux Xander. J'allais dire le vrai et le faux, mais voilà. S'il y a un intérêt à cet épisode, c'est qu'on découvre qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. I need Buffy. Et I need Buffy, ça c'est génial parce que encore une fois, il a besoin de Buffy, c'est tout. Mais du coup, c'est dur pour lui aussi d'accepter qu'il peut pas s'en sortir sans demander l'aide de Buffy et du Scooby Gang, quoi. Il est carrément dehors sous la pluie, il regarde la fenêtre. Je me souvenais plus. Comme à Noël. Tout ça, comme à Noël, ils ont vraiment seul. Ils ont chargé le côté loser. Ouais. C'est un peu limite quand même. Bah, il y a David sur le ils y chat. vont à fond. David sur le chat nous dit on pense que le loser est le vrai Xander, ça en dit long sur notre vision du personnage en fait. Putain, mais oui, il a raison. Merci David. Bon, après, on nous a orienté comme ça. La mise en scène nous a orienté comme ça. Mais bien sûr. Mais voilà. Alors là, on va arriver à bientôt une séquence assez culte, hein, parce qu'on va arriver au Scooby Dance, la danse de Snoopy. Donc on l'a vu encore. Xander vient de voir ses amis, pareil, à travers une vitre avec de la pluie et tout, donc il a une vision tronquée de la réalité. Et donc il court vers sa meilleure amie Willow. Et donc là, la seule qui le connaît. Hein. Voilà. Et donc c'est drôle parce que donc on l'a dit plusieurs fois, cette série a des personnages qui vivent dans leur époque, qui sont un peu comme nous. Donc évidemment, Xander et Willow ont déjà vu plein de films et des séries avec des doubles magnifiques. Donc ils ont pas besoin d'en parler pendant 107 ans. Xander, il sait qu'il doit donner à Willow des informations très privées pour qu'elle comprenne quel est le vrai Xander. Enfin ça va plus vite que dans les autres séries, je trouve, avec Buffy, parce qu'ils ont conscience des codes, bien sûr. Des codes du fantastique. Et donc notamment voilà, hop. La danse, moment culte. D'ailleurs, il l'a fait en vrai. Il l'a fait en convention. Oui, il lui demande tout le temps quand il va dans les conventions. Ça sentait qu'il en avait. Et ben Marc, on va te demander là à l'instant de faire la Scooby Dance également. Et ben voilà, ça y est, je suis en train de le faire. Oh, incroyable, regardez ça. Pareil, voilà. Bah, tu fais ça sans bouger en plus. La caméra dans l'autre sens, je vous l'avais dit, les gars. En vrai, c'est impressionnant. Pas mal, hein. Vous avez fait exploser les micros, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'était tellement incroyable aussi, il faut dire. Donc oui, Marc vient de nous faire la Snoopy Dance version française, hein, c'est un peu, il y a des pas un peu différents. C'est pas exactement la même chose. C'est un peu affalé sur le divan. Version française, quoi, tout simplement. J'avais 2-3 mots à vous dire. Oui, voilà, la danse Snoopy, savoir d'où ça vient. Parce que donc ça vient du comic strip Peanuts. Donc c'est un comic strip, c'est de la bande dessinée, mais sûrement sur quelques cases, qui date des années 50. Donc c'est américain évidemment, qui met en scène Charlie Brown, un petit garçon maladroit, et son chien Snoopy, qui est lui extravagant. Et à partir de 65, ils ont commencé à faire des dessins animés spéciaux à Noël. Qui sont devenus très vite, qui ont eu un succès, qui sont devenus des traditions. Tous les Noëls, il y avait le dessin animé Jack Brown et Snoopy et Alex et le Grinch également. Alex et Willow, on sait que c'est une de leurs traditions de regarder cet épisode à Noël. On l'apprend dans la saison 2, dans l'épisode Passion, et donc là on le visualise du coup avec la danse que fait Xander. Donc il se sert pour s'assurer que c'est bien lui, enfin pour qu'elle se rappelle vraiment qu'il y a que lui qui peut savoir ça, donc c'est intime. Exactement. Et donc là, on a enchaîné avec une autre scène donc qui se passe chez Jace, réunion du Scooby Gang. Et là, il y a double réunion, il y a un montage parallèle qui est assez intéressant entre le groupe des adultes, des leaders, la Riley, Buffy, Jace, qui sont en train de dire et surtout ils en viennent à la même conclusion. Ah, ça doit être Todd, c'est à cause de Todd qu'il a été divisé en deux personnages, en deux entités. Et du côté de Xander et Willow, c'est beaucoup plus drôle, mais on va finir par arriver à la même conclusion. Ah oui, c'est Todd. C'est Todd la cause du problème. Mais là, on se dit quand même que c'est un démon, c'est qu'il a quand même l'air, de vouloir orienter les gens pour tuer Xander, et donc on se dit ah ok, c'est le démon qui a pris
part dans le corps de Xander pour buter le bon Xander, quoi. Enfin là pour le coup c'est bien écrit parce qu'on jusqu'ici on doute, quoi. Est-ce que c'est vraiment le démon qui a possédé une partie de Xander? Il y a ça dans Grosse Fatigue de Michel Blanc, je sais pas si vous avez vu. C'était mon pourquoi Buffy, mais tant pis, je le dis maintenant. Et là, avec Xander, il se passe des trucs assez compliqués pour Xander parce qu'il en vient à douter de lui-même. Il dit everyone's treating him like a grown-up. Tout le monde le traite comme un adulte, quoi. Et pour lui, c'est inconcevable qu'on traite Alex comme un adulte. Et donc, il en vient à douter. Et il en vient même à douter de lui-même, dire ça se trouve, ça sert à rien en fait mon existence, parce qu'il se rend compte que son double, qu'il considère toujours comme son double maléfique, arrive mieux que lui, quoi. Ouais. Bah oui. Et mieux que lui, donc il a grosse déprime là pour Alex. Il y a de quoi quand même. Hein. Et oui. Allez Alex, on va s'en sortir. Et donc là, on peut noter que on y reviendra en fin d'épisode, que cette intrigue nous rapproche d'un épisode de Star Trek, hein, très grande série Star Trek. L'épisode s'appelle The Enemy Within, où dans l'intrigue, le Captain Kirk se retrouve séparé en deux personnes qui ont chacune des attributs opposés de sa personnalité. Donc il y a le Captain Kirk très gentil. Avec tout le monde, et le Captain Kirk un peu méchant, et on comprend à la fin, Kirk comprend lui-même que en fait quand sa version gentille est en fait un mauvais capitaine parce qu'il n'arrive pas à prendre les décisions compliquées. Il veut être trop sympa, et il comprend aussi à la fin de l'épisode qu'il a besoin de ces deux parties pour être un Captain Kirk complet. Finalement, comme ça arrivera avec Alex. Donc là, voilà, il y a des références à Star Trek dans l'épisode qui sont pas dites en VF, mais peut-être qu'on en parlera après l'épisode. On en parlera quand ça sera le moment. C'est à la fin. Références et tout, comment vous travaillez dessus. On en parlera après l'épisode. Je sais pas, t'en parles maintenant. Je sais pas, non. Tu veux dire dans l'adaptation? Ouais, parce que ça c'est aux auteurs. Si tu veux, nous, quand on arrive, le texte est déjà écrit. Donc normalement, quand tu as une équipe d'auteurs, d'adaptateurs en français bien organisée, il y a des bibles pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle une bible, tout ce qui concerne les noms, les événements, enfin etc. Et il faut avoir une culture suffisante pour repérer quand il y a une référence comme ça. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça n'est pas explicitement dit dans le scénario, dans le script original que reçoivent les auteurs. Donc parfois tu peux passer à côté. Puis on en a parlé avant d'ouvrir les micros, mais c'était une époque pré-internet. Les enfants, il n'y avait pas d'internet. La ref, là, je l'ai chopé avec internet. Si tu n'avais, c'est-à-dire que si l'auteur n'avait pas cette culture-là de on va dire tout l'univers, Evil Dead, science-fiction, pop culture de l'époque, etc. Tu peux passer à côté très très facilement. Et je pense qu'on est passé à côté, d'un tas de trucs. Mais là, c'est dommage que les sur le plateau, tu peux changer, tu peux t'en rendre compte. Et puis aussi parfois, moi je parle bien anglais, donc tu peux choper dans le texte original que tiens, ils font référence à un truc, du coup on se met à chercher et on essaie de corriger des trucs. Mais tu peux très facilement passer à côté d'un truc comme ça, Okay. C'est sûr, oui, surtout. C'est aussi cibler un public aussi après, parce que peut-être qu'en France à cette époque-là, Star Trek, ça n'a pas une aura aussi. Quand même, que les gens avaient peur que le public ne comprenne pas les références. C'était. Parce qu'à la fin, alors il y a ce problème-là. Il cite Spock. Non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est selon le succès, je pense que Star Trek était connu, mais était peut-être pas dans la culture en France comme ça l'est aux États-Unis. Et puis, il y a aussi le fait que les auteurs se posent toujours la question de est-ce qu'un gag, c'est pareil pour les trucs d'humour en fait, ou pour les choses politiques, ou est-ce qu'une référence va avoir autant d'impact en français, quoi. Est-ce que les gens vont comprendre, est-ce que les gens vont capter? Donc c'est vrai que c'est des questions que normalement l'auteur doit se poser et choisit la meilleure solution, parfois, mais d'après lui. Mais est-ce qu'il travaille pour un public français et non pas un public américain? Je pense que les gens sur ce genre de trucs maintenant sont plus exigeants parce qu'ils sont plus pointus, et puis que Internet te permet, quand tu as un doute, de vérifier très vite. C'est clair. Ma sœur, elle écrit des adaptations pour des séries. Bon, nous on est double nationalité, on est américain, donc on a aussi une partie de notre culture qui est quand même américaine, ce qui aide beaucoup pour ce genre de travail. C'est sûr. Mais je sais qu'ils sont toujours en train d'essayer de faire gaffe quand ils sont dans des séries branchées, ou quand tu fais des séries de geeks. Les geeks dans les séries ils te tombent dessus directement. Il y a toujours des références dans les séries de SF, de science-fiction. Il y a toujours des références. Moi j'ai doublé Farscape, un truc fait par l'équipe des comment t'appelles ça, Jim Henson. Et dedans, c'est bourré de références à la littérature.
T'as intérêt à les avoir du coup les références. Tu peux passer à côté. Mais est-ce que du coup c'est le diffuseur ou les producteurs ou même les DA qui disent non mais cette référence le public ne l'aura pas, donc on va mettre. Au départ c'est l'auteur, mais il peut aussi poser des questions au directeur artistique, aux gens de l'équipe, et puis souvent maintenant, et c'est bien, ils travaillent en pool d'auteurs, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui bossent sur la même série, ce qui permet d'échanger et d'éventuellement faire avancer les choses. D'accord. Mais c'est pas un seul gars qui se tape tous les épisodes. C'est possible, c'est possible, mais maintenant ils ont tendance à être plusieurs. D'abord parce que les délais de livraison sont plus les mêmes. Maintenant on bosse beaucoup en flux. Priorité au direct, on en parle après du doublage. C'est intéressant. C'est super intéressant. Mais donc là, l'épisode continue quoi. On pourrait me faire pause des fois. Donc si on fait pause, on finit à 5 minutes. Donc là, attention, Giles Bookin, ça c'est sûr. Oui, non, mais surtout voilà, les deux Xander se sont retrouvés l'un en face de l'autre. Voilà, merci le comment s'appelle, le jumeau, le frère jumeau, ça aide pour faire ça. Et surtout du côté du Scooby Gang, la réunion arrive à la conclusion que ils sont les mêmes, enfin que les ce mêmes sont personnes, deux parties d'un même Xander. There's both Xander, neither of them is evil. Il y en a aucun des deux qui est un twist intéressant, qui est evil, qui est démoniaque. Ils sont tous les deux Xander. Et donc ils en arrivent à la conclusion que même s'il y en a un des deux qui est tué, les deux meurent, donc ça devient très très dangereux pour Xander. Il y a une image aussi qui était marrante, donc dans la scène juste avant, où du coup les deux Xander veulent se battre pour la femme qu'ils aiment tous les deux, Anya. Et ce qui est un peu triste, c'est que Anya, elle choisit tout de suite le Xander winner, quoi. Elle veut une relation sérieuse avec un mec qui prend en charge la situation. C'était une demande dès le début de l'épisode, elle demande ça. Voilà, donc du coup elle se range tout de suite, elle se pose pas trop de questions sur lequel est le vrai ou pas pour elle. Voilà, elle se range tout de suite du côté de celui qui a l'air plus sûr de lui, quoi. Ce qui est un peu triste pour le Xander ado. Eh oui, mais qui peut se comprendre, voilà. Là, on est un petit peu dans le ventre mou de l'épisode, hein. C'est pas fou. Nous y voilà. C'est à ce moment-là où on décroche et on parle doublage et on. Ça parle beaucoup. C'est invincible. Les deux moitiés ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Tue la moitié fragile de Buffy et c'est la fin de la moitié tueuse. Donc c'est pareil pour Alex ? Si on en tue un, il y a l'autre qui meurt ? C'est un démon. Ou bien, je sais pas, un robot. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Tu vois que c'est moi. Je n'en sais rien. Je t'en prie. Regarde ce type. Écoute-le parler. Il est tout mou. Dis-moi que tu me reconnais. Attends, Anya. Sur le chat, on nous fait part de la chemise bleue d'Alex, référence à Evil Dead. Merci, mais je me retiens de lui depuis tout à l'heure. Et le mec, il est habillé comme H. C'est David qui nous fait remarquer ça, mais David, évidemment. La chemise bleue de H est plus foncée qu'avant. Oui, alors ça dépend quel épisode. Dans le 1, elle ressemble un peu à celle-là. Bon, bref, on va pas digresser. Revenons à notre épisode. Donc là, je conduis. Sinon, je parle d'Evil Dead. Ray conduit. Ray a conduit. Visiblement en studio. Oui, mais ça passe là. Je trouve que ça passe. Je me démerde pas mal quand même. Ouais. C'est vrai. Je conduis à droite. C'est bizarre quand même. Ils sont en Angleterre. Ce qui est formidable, je conduis en Angleterre. J'ai une voiture anglaise. Bah oui. Ah puis tu regardes pas la route. Bah oui, c'est la voiture de Jace. Rappelez-vous, c'est la voiture de Jace. C'est vrai. N'empêche qu'il faut regarder la route. J'ai pas l'argent à l'époque pour acheter ma voiture sur ça. On a loupé une super cascade là quand Alex pointait avec son pistolet l'autre, le Alex Winner. Il y a Anya qui s'interpose et tout, et après ils se prennent tous les deux. Enfin, c'est une super cascade, était bien sûr ironique. Hein, ça manquait beaucoup d'énergie cette scène. Pas, du coup, ouais. Voilà, et c'était un peu. Mais tout cet épisode, c'est comme ça. Hein. Je trouve que les cascades, elles sont très moyennes. Elles sont juste standards. Tu vois, il y a pas de. On en parlera tout à l'heure, pendant la scène de baston, j'ai des trucs à dire. Ah, et il a des choses à dire. Je suis colère. Il a des choses à dire. Et donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà, c'est une série qui s'appelle Buffy contre les vampires. Donc voilà, on a cette scène très très longue de dialogue entre Riley et Buffy, parce que voilà, c'est elle l'héroïne, c'est elle le personnage principal. Donc même si on est dans un épisode de Xander, on rappelle que Xander est à 2 secondes de mourir, quoi, quand même. Il y a un pistolet entre les deux. Mais non, on nous voilà, ils prennent la bagnole. On nous met une scène d'un quart d'heure entre Riley et Buffy. Les armes à feu, c'est dangereux. Les armes à feu, c'est très très dangereux. Faut pas utiliser. Il a son arme, il le dit, je me souviens plus. Bah, mais c'est Anya qui l'avait, je crois, non? Mais oui, oui, c'est ça. Exact, vous avez pas du tout regardé l'épisode. Si, mais j'ai oublié ce détail. Il va le chercher dans le tiroir à chaussettes d'Anya.
Buffy, c'est lequel le vrai? C'est moi. Non, c'est moi. Merci. Toutes ces. Voilà, on a les deux là. Voilà, et le plan finalement. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a un petit raccord quand même. Les plans où on voit que le Xander Winner, c'est Nick Brandon qui les joue. En fait, c'est surtout Nick Brandon, c'est ça? Ouais. Et les plans où ils sont à deux, c'est seulement là qu'intervient Kelly Donovan. Moi, je vois une différence. Et là, on a vu un peu le raccord entre le moment où quand Buffy balance le Xander Winner à côté du Xander Loser. Le plan commence avec Nick Brandon et finit avec Kelly Donovan. Et on voit un poil le raccord entre les deux jumeaux, effectivement. Mais non, mais dans le jeu, j'ai l'impression que il est pas comédien, Kelly Donovan. Ben voilà, enfin, c'est pour ça. À 2-3 moments. Bon, c'est un détail, hein, on va pas pinailler. Là, va y avoir la réplique que j'adore. À quel nombre je pense, dit Buffy, et les deux répètent 11.5, le 11,5, et je trouvais ça très drôle. En VF, c'est 14,5, je crois. Ah bon? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi c'est traduit différemment. Après, peut-être tu te souviens pas de cette réplique. Pour le labial, peut-être, non? Non, ça doit être une question de synchro. Et ils ont pas détecté que ça pouvait avoir une autre importance, peut-être. Ouais, ça n'est pas très important. Et puis, pour le coup, ça n'a aucune importance. Non, mais ouais, on est d'accord. Si ça faisait référence à rien d'autre, ils ont dû juste changer. 14, c'est plus long que 11. Je sais pas. Oui, c'est ça, pour que ça corresponde mieux au mouvement des lèvres, en fait. Ça peut être, il peut y avoir des choix comme ça. Le Faucon Millennium a fait le raid de en 15 parsec. Enfin bon, bref, pareil, pour les mêmes raisons. Tu veux qu'on se lance sur un débat sur Star Wars sur la version française? Pareil, dans la VO et dans la VF, ils disent pas le même nom pour une sorte de labial. Voilà, et il apparaît encore par surprise, le Todd. Et Todd est génial! Et là, le Alex Winner qui protège Alex et Anya dans ses bras. L'assurance, bah forcément. Non, c'était le. Voilà, tu vois, il protège les deux. J'avais pas vu qu'il avait les dents vertes. Alors moi j'ai des infos sur le design de Todd que je trouve complètement génial. Donc dans son scénario, Janice Spenson elle avait mis qu'elle voulait des trucs en lambeaux et tout, et elle voulait un personnage qui souffre, qui avait l'air de souffrir beaucoup. Donc elle voulait qu'il ait la peau en lambeaux. John Woolish, je sais plus comment il s'appelle, John Woolish je crois, le chef des effets spéciaux de la série, lui on a fait une espèce de plutôt un visage de lave craquelé, ils appellent ça, que je trouve moi très très bien parce que en fait ils ont obtenu cet effet en mettant de la peinture fluorescente qui du coup était éclairée à la lumière noire qui avait l'intérêt donc de faire ressortir les dessins fluo sans impacter la lumière du plateau pour ne pas changer, parce qu'il y avait d'autres comédiens que Todd dans les scènes, et enfin j'ai trouvé que c'était très bien fait. Easy, hein, ils se sont débarrassés de lui en 2 secondes. Ouais, tout à fait, avec des plans larges pour nous cacher que c'est pas Sarah Michelle Gellar qui joue mais la cascadeuse, et là je trouve que ça se voit de manière éhontée. Ça dépend des fois, mais là c'est vrai que c'est je pinaille un petit peu comme Willow pinaille aussi sur la différence. C'est pas mal entre les deux Xander, c'est très Riley qui veut les mettre en laboratoire tout de suite, il veut les expérimenter. Bah oui, c'est marrant. Et donc pour finir sur Todd, il y a plein d'infos dans les bonus DVD de la saison 5 si ça vous intéresse. Il y a notamment une petite interview de John Woolish qui explique comment il a designé Todd. On apprend plein de choses passionnantes. Si tu veux créer un Todd chez toi, Riley, peut-être tu as toutes les infos. Un Todd chez soi. Mais oui, effectivement. Il donne tout. Fantasme sexuel d'Anya là. Évidemment. Mais moi j'aime bien parce qu'on y a pensé quand même. Enfin, pardon. Ah bon, mais moi je peux pas. Oui, je me dis à sa place. Dès le générique. À sa place, les deux, tu veux dire. Vu son franc-parler, elle peut dire on baise ou quoi. Et là du coup non mais ça m'a fait plaisir que le personnage le dise tout de suite parce que ça évite les. Que Kanye soit aussi obsédé sexuel que toi, c'est ça que ça t'a rassuré. Alors ça m'a un peu rassuré. Non mais pour le coup je trouve que c'était cohérent par rapport à son personnage, oui, et le fait qu'elle y pense. D'ailleurs c'est la première. Elle a pas de filtre, Anya. Elle dit ce qu'elle pense tout de suite. Ah bah on baise. Ah bah ça serait intéressant à 3. Et puis en fait. Jai, c'est une réplique géniale. On va faire semblant de pas avoir entendu cette conversation. On dirait très toi gênante. d'ailleurs, ça te je trouve. Tu es très Giles par moment. Bien sûr. Donc là on va arriver à cette réplique qu'on adore. What will we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. Répondent les deux réplique incroyable. Les deux jumeaux en chœur. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Tuez-les tous les deux, Spock. Donc référence encore à Star Trek. Quelle bonne série Star Trek. Et là c'est une référence à un autre épisode. T'as rigolé en même temps qu'il rigole, Marc. Oui, pardon, mais ça m'a fait un petit. C'est plus fort que moi quand je le vois, faut que je le double. Donc l'épisode s'appelle Whom Goes Destroy. Là il y a un mec qui a pris l'apparence de Kirk, hein, c'est plus le doublement, c'est un mec qui a carrément pris son apparence, et à un moment donné Spock se retrouve mettre en joue les deux,
et ne sait pas trop quoi faire. Et alors la réplique exacte de l'épisode, c'est Kirk, il dit You must shoot both of us, tu dois nous tuer tous les deux. Donc c'est pas kill us both, Spock. Mais bon, tout le monde aura compris, évidemment, les Trekkies qui regardent Buffy auront compris cette superbe référence. Mais pas les Trekkies français, parce que dans la VF cette référence n'existe pas. Oui, voilà, mais du coup on a déjà parlé de cette histoire de changement de référence. Oui, t'as raison, j'arrête de parler. Ou pas. Non, mais effectivement, oui, c'est à ce moment-là que ça venait, qu'en VF, on nous dit, qu'est-ce que nous dit la VF ? On ne se quittera plus jamais, voilà, au lieu de parler de Kill Us Both, Spock. Getting nostalgic? I don't know. Alex a fait son parcours, ça y est, il est un peu nostalgique de quitter sa cave. C'est incroyable, bien sûr. J'aime beaucoup cette Il devient un adulte. Et scène qui en fait scène poignante. Scène qui en fait est là pour plutôt le fil rouge de la saison, et notamment Riley qui va faire un petit coup de dépression là. Dépression pas encore coup de déprime, là. En fin d'épisode. Oui, parce que donc pour rappel, Xander a passé l'épisode à se juger, à se trouver moins bien que Riley, à se trouver moins adulte, même que ce soit dans sa relation ou dans lui-même, son rapport à la société. Et il a envié Riley en permanence. Et là, Riley va lui faire une révélation qui va le mettre sur le cul. Il va finir par, ils vont parler de Buffy. Et il va finir par lui dire But she doesn't love me, mais elle ne m'aime pas. Alors qu'il a passé l'épisode, je sais tu l'as déjà dit, mais voilà, à fantasmer une relation qu'il a pas avec Anya, pour se rendre compte que finalement bah non, il est mieux loti finalement. Bah oui, parce que il est sur une relation d'égal à égal, au moins sa meuf est amoureuse de lui, ça peut aider. Et ce qui n'est pas le cas pour le pauvre Riley, qui l'a compris, qui a l'air de le prendre avec philosophie, hein, il a l'air du coup de s'en être aperçu depuis un petit moment. Mais ouais, une bonne fin d'épisode. Hein, mais oui, mais j'aime bien que ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce qu'on s'y attend pas du tout. On s'attend fait. à une espèce de morale un peu à la con. Oh là là, oui, le couple c'est important. Mais là, bim, c'est un espèce de twist quoi. En fait, elle m'aime pas. Et on l'avait vu. On l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent quand on a commenté Where the Wild Things Are. On a expliqué que le couple Anya Xander grandissait alors que Riley et Buffy passaient l'épisode à baiser dans une chambre à faire que du sexe sans aucun intérêt, sans construire quelque chose. Eux, son couple grandissait et là on en a l'illustration flagrante. Le couple Xander Anya avance, fait des choses et grandit et voilà, une nouvelle preuve que le couple Riley Buffy va mal finir, enfin va se terminer parce que enfin bon, moi de ce que je me souviens, c'est aussi parce que Buffy c'est l'héroïne, donc faut être comment te dire, plus affirmé, plus carré, etc. Xander et Anya, il y a de la complexité dans leur personnalité. Elle c'est une ancienne démon, etc. Lui il a ce manque d'assurance, etc. Et je pense qu'ils sont là pour ça, c'est le moteur aussi dans toute l'équipe, chaque rôle est bien défini. Et je pense que Riley et Buffy, c'est aussi les héros, entre guillemets. Ils ont cette apparence de héros plus forts, plus affirmés, etc. Donc, je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a alors que ça se passe pas. Ouais, voilà, on est jamais à l'intérieur des couples, quoi. Et les couples ont beau paraître impeccables, parfaits, aux yeux du monde. Voilà, on n'est jamais dans la cuisine interne. Et parfois, ça, c'était un truc dans Buffy de toute façon. C'est-à-dire qu'il y avait l'apparence, les choses de héros, les bagarres, les trucs, et puis en fait toute la complexité derrière et toutes les difficultés que vivait chaque personnage. Tout à fait. Et c'est une bonne série. Hein, c'est passé. C'est pas mal. Faudrait que je la regarde en fait. C'est passé une nouvelle fois très vite. Donc l'épisode est terminé. L'épisode est terminé. Voilà. Mais heureusement. Mais oui, heureusement, on a la rubrique conclusion. Voilà. C'est parti pour la conclusion. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Alors, conclusion. Donc, juste noter que les épisodes de ce début de saison 5 sont structurés un peu différemment de d'habitude. On a un épisode par personnage. Donc là, on l'a vu, c'était un épisode sur Xander.
Et donc mais un épisode par personnage, mais en même temps avec des petits bouts de scène par-ci par-là pour mettre en place les intrigues, les arches de chaque personnage qui vont couler pendant toute la saison. Et donc c'est intéressant de voir ces constructions, et vous allez voir que tous les premiers épisodes sont centrés sur un personnage. Le premier, Buffy contre Dracula, évidemment centré sur Buffy. Ensuite, on a l'épisode Real Me qui est centré sur Dawn. Donc 2 épisodes qu'on a déjà commenté. L'épisode donc qu'on vient de voir aujourd'hui centré sur Xander. Ensuite, le 4, on a l'épisode centré sur Riley, Out of Mind. Le 5 centré, alors pour le coup le 5 est un peu à part parce qu'il parle de Glory, mais le 6 centré sur Tara, Family, et le 7 Full for Love centré sur Spike. Voilà, tous ces premiers épisodes de la saison fonctionnent comme ça, sur le même schéma. Messieurs, est-ce que vous aviez des choses à ajouter en conclusion de cet épisode? Bah épisode un peu chiant quand même. Ça y est, c'est dit. Tous les 4 j'ai trouvé ça bien, mais on s'est pas ennuyé une seule seconde. Tout seul chez moi c'était moins bien. En fait c'est un peu le problème de cet épisode. Le concept est super et tout, avec les 2 Xander. Et je trouve que le déroulé est un peu laborieux, surtout au début de l'épisode en fait. Et c'est un peu dommage. Et en fait c'est tout le début de cette saison 5 peut-être qui est un peu délicat. Tu vois, ce concept justement des personnages centriques. Après non, c'est pas mal, ils placent des intrigues pour la saison, mais ça c'est dans chaque début de saison finalement. Enfin, tous les épisodes que j'ai cités, ils sont quand même assez bons, je trouve. Quand même. Donc c'est particulier. C'est pas le meilleur épisode sur Xander en tout cas de la série, ça c'est sûr. Clément, des choses à dire en conclusion? Oui, mais je trouve que l'idée de la dualité est intéressante, quoi. Surtout que les showrunners ont eu la très bonne idée de la travailler par rapport au seul personnage qui a pas de pouvoir dans le Scooby Gang, quoi. Mais que le tout est un peu desservi par une mise en scène très très plate, quoi. Enfin, comme je disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, j'ai l'impression que les personnages, les acteurs pardon, vont d'une place à une autre, ils vont à leur marque, ils disent leur réplique et ils s'en vont. Enfin, je trouve que c'est dommage que ça soit pas mieux filmé. C'est maintenant l'heure de la prochaine rubrique de l'émission, la rubrique où tu vas beaucoup travailler, Marc, puisque c'est la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Alors on a 3 questions rituelles qu'on pose à tous nos invités. D'accord. La première, c'est quel est ton épisode préféré de Buffy contre les vampires? L'épisode chanté, je pense. Ah oui, d'accord. Parce que c'était sympa, qu'on fait pas ça souvent, que moi je suis un peu chanteur aussi, donc c'était sympa. Et il était vraiment, vraiment bien fait. Et vous avez travaillé beaucoup, vous, les doubleurs? Nous, ils nous ont filé les trucs avant, et on les a bossés, ouais. Cool. On a essayé de travailler, mais il y avait beaucoup de chanteurs dans cette équipe. Oui, parce que Claire Guyot aussi chante. Claire Guyot, elle chante. Il y a que Laurence Crouzet qui n'a pas chanté. Pour le rôle de Laurence, elle faisait la petite amie de Willow. Tara, voilà, merci. Et c'est Barbara Beretta qui a chanté à sa place, qui est une chanteuse. Et c'est d'ailleurs Daniel Beretta, le papa de Barbara, qui nous a dirigés pour le chant. Et Giles aussi, c'est pas la même voix. Alors Giles, c'est Malcolm Curtil qui l'a fait. C'est ça. Parce que voilà, tout le monde n'est pas... Tout le monde n'est pas chanteur, et comme c'était assez balèze au niveau du chant, notamment il y a des harmonies, des trucs, on avait bossé tout ça, ils nous avaient donné les bandes avant, et on avait les bandes et playback et avec l'original. Il n'y avait pas de partition, mais ça tout le monde lit pas la musique, donc c'est moins grave, mais donc on avait bossé un peu, c'était chouette. Par contre on a chanté, on a tous été séparés, je l'ai pas chanté en même temps que Barbara, je me souviens pas. Pas Barbara, je veux dire, moi j'étais avec Anya, comment elle s'appelait? J'ai pas le nom. Marine. Wow. Un gros bisou à Marine. C'est ça, du coup. Non mais je sais pas qui était. C'était la voix française. La voix. Oui, parce que c'est drôle parce que du coup, on a vu beaucoup de reportages sur la fabrication de la version originale et justement, il s'était posé cette question là, de quel acteur sait chanter et quel acteur ne sait pas chanter. Et c'est pour ça que Willow ne chante pas et Dawn ne chante pas non plus parce qu'elles n'étaient pas très à l'aise. Alors que James Masters est chanteur, Anthony Head est chanteur. Voilà, donc ils étaient plus à l'aise tout de suite. Et du coup, voilà, le problème se pose aussi avec les. Pareil en français, c'est-à-dire que tu peux chanter un petit peu, mais là il fallait quand même harmoniser. Il y avait des départs rythmiques un petit peu chauds. C'était vraiment écrit comme une vraie comédie musicale américaine, et ça c'était chouette.
Cool. Et qui nous est demandé de le faire, c'était bien parce que parfois, pour plus de facilité, ils prennent des gens. Bon, alors là, les gens savaient quand même, il y avait quelques chanteurs dans l'équipe, donc on pouvait le faire. Tant mieux. Et même ça arrive, enfin moi j'ai des souvenirs de séries musicales ou même de films où parfois la partie chantée est mis en VO en fait. Ça arrive parfois. Parfois on prend ce choix-là parce que ça peut être non, c'est pas que ça, c'est que ça peut être. On parlait d'adaptation, ça c'est très compliqué à adapter. C'est-à-dire que en plus d'avoir de la synchro au niveau des labiales, etc. Faut du coup les bonnes. C'est-à-dire qu'il s'agit pas juste d'écrire une chanson, quoi. Ça devient. Tu rajoutes un peu, tu vois, la complexité et les personnages là-dedans. Ça devient un défi, quoi. C'est super dur. Bah oui, je comprends. Ouais. Ça demande sur le chat si vous aviez fait des essais pour l'épisode musical avec les doubleurs, enfin ceux qui n'ont pas fait cet épisode du coup. Non, parce que bon, les gens, par exemple Claire, tout le monde savait qu'elle chantait, moi aussi, donc voilà. Et puis tout le monde a l'honnêteté de dire, à partir du moment, je pense qu'ils avaient envoyé des cassettes à tout le monde et que ceux qui se sentaient pas capables ont dit oh non, moi je pourrais jamais chanter ça. T'as une certaine honnêteté, t'es pas non plus supposé flinguer le truc et puis toi-même te mettre dans une situation où tu sais que tu vas pas pouvoir chanter, tu sais pas chanter. Je veux dire, voilà. Souvent, un comédien, quand c'est chanter, jouer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des fois, tu verras dans des séries, il y a des petits passages chantés, mais en fait, ce qui compte surtout, c'est le jeu d'acteur. Bon, bah là, des gens même qui sont pas super bons chanteurs peuvent le faire, parce qu'en fait, il s'agit d'avoir la bonne émotion, etc. Là, il s'agissait de non seulement être comédien, mais être chanteur. Vraiment, c'était, les Américains, ils savent faire ça, quoi. Tu vois, la comédie musicale, c'est leur truc quand même. Oui. Et l'épisode est vraiment bien fait comme une. Ah bah non. Génial, bien génial. Sûr. Et c'était hyper agréable à faire. Beaucoup de gens. Et la scène avec Anya, la scène, l'écriture, même pas que la chanson, enfin la scène, elle est vraiment chouette. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est bien filmé et tout. Et on a une question sur le chat qui nous dit que du coup t'as dû beaucoup moins bosser pour l'épisode muet, l'épisode Hush. Je me souviens pas de où tout le monde a perdu savoir. Oui, tout le monde a perdu savoir. Ah bah non, on n'a rien fait. Pas là, bah oui. En fait, on n'a rien fait. Ça devait être beaucoup plus calme. On a dû faire juste peut-être le début et la fin, quoi. Tu vois, c'est tout, effectivement. C'est ça, c'est un épisode plus calme. C'est ça. Demi-pige pour ouais, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que quand tu reçois tes horaires, tu sais, le DA fait les plannings, il te reçoit les horaires. D'habitude, c'est genre 9h, 19h. Et puis là, tout d'un coup, bon, bah écoute, 11h15, 11h25. Bah, c'est cool. Petite journée. Bonne journée. La deuxième, on enchaîne avec la deuxième question rituelle. Alors là, je pense à très, très technique, j'imagine. Enfin, très technique, très normal. Où je te demande comment tu as découvert la série. Tu l'as dû le découvrir par le boulot, en fait. Non, tu l'as pas connu avant, du tout la série. Oui. Non, on le connaissait pas du tout. Je pense que j'ai pas fait de casting en plus. C'était la première fois que je le doublais. Il y a eu plusieurs directeurs artistiques, si je me souviens bien. Et on m'a appelé parce qu'on me connaissait et qu'ils voulaient que je double ce rôle-là. Mais t'as découvert la série. Oui, c'est ça. Le premier jour, on est venu. On a dû mettre un petit peu plus longtemps pour les premiers épisodes parce que c'est souvent comme ça, le temps de s'y mettre, de bien cerner les personnages, de bien voir comment on va jouer. Mais moi, j'ai vraiment pas eu de mal à mettre. C'est vraiment un des comédiens que j'ai le moins de difficultés, je pense, à doubler parce que notamment dans Buffy où on a un rythme de parole assez rapide, il a ce côté où il balance des vannes l'air de rien au milieu des phrases, donc moi je me sentais très très à l'aise avec tout ça, hein. Et on était étonnés. Et puis encore une fois, il n'y avait pas tellement, à moins que la production te balance des images avant, ce qu'ils font très très rarement, que pour du film cinéma, où il y a plus de moyens. Comme il n'y avait pas internet, on n'avait pas moyen même d'aller regarder qu'est-ce que c'était que cette série et de savoir ce que c'était, hein. Une autre époque, hein. Ah oui, c'est complètement une autre époque. C'est vrai qu'on en parle souvent en ce moment, mais parce qu'on me pose souvent la question et oui, il faut pas oublier qu'Internet a changé beaucoup de choses par rapport à tout ça. Je sais plus, il y a un bout qui m'a donné une anecdote là vendredi dernier qui m'a parlé des doublages de Star Wars où les comédiens ne voyaient que la bouche des personnages pour pas être au courant. C'est vrai parfois on fait des essais, souvent dans les essais pour des gros films, c'est comme ça. C'est que c'est en noir et blanc, c'est pas fini. Si c'est du dessin animé, des fois en fait c'est même pas animé, t'as juste comme un storyboard quoi. Parfois tu ne vois que la bouche de ton personnage. Ouais, c'est vrai, c'est ça exactement. C'est effrayant. Donc tu sais pas, non mais tu te plantes en règle générale, c'est très dur. Je veux dire, dans ces cas-là, t'es pris un peu par hasard, quoi, parce que comme
par hasard t'as fait un truc qui collait bien, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est très compliqué, et ne pas voir les yeux ou l'attitude physique du comédien que tu doubles, c'est un peu compliqué. Il faut savoir ce qu'il est en train de faire quand même. Et on a ça, ils ont de plus en plus peur des fuites maintenant, de toute façon, surtout sur ces gros films là, et donc très souvent, mais même pour des séries maintenant, tu as une incrustation avec le nom du responsable du doublage, du chargé de prod en France, donc si jamais c'est filmé et que ça fuite, c'est lui qui va en tôle. Ah oui, d'accord. Et puis il y a écrit, et tout est zébré avec genre CBS, Warner, Metro Goldwyn Mayer, machin, tu vois. Donc si tu veux, tu as tout ça, et parfois tu as ça sur la gueule de ton personnage, tu vois pas. Donc pour projeter une émotion, c'est compliqué. Un petit peu compliqué, il faut réussir à se détacher de tout ça et réussir à jouer, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois. Quand on tape doublage Buffy sur internet, on tombe très rapidement sur une petite vidéo, un petit reportage qui avait été fait pour Série Club, où on vous voit, donc toi Marc, avec Claire, et donc le comédien qui interprète Giles, je me rappelle plus son nom. Nicolas Marié, voilà. Et on voit tous les trois à la barre, donc comme ça s'appelle, en train de doubler l'épisode Beer Bad, dans lequel Buffy a bu de la bière qui l'a transformée en femme des cavernes. Oh ouais, je crois qu'on peut y aller, on est prêts là. I'm sorry for how I treated you before. It was wrong of me, and C'était trop beau, Giles. I'm sorry. Bière. Giles, vous pas contrarier une tueuse des cavernes? Ah Buffy pas contente. Hey, Buffy pas contente. Buffy veut bière. Non, Buffy va se... Oh Giles, ça va, rattrape-la. Donc j'encourage les fans qui n'ont jamais vu ce reportage à aller voir, ça dure quelques minutes et c'est intéressant. Et on voit du coup, donc on a l'impression de comprendre comment vous travaillez. Donc vous voyez dans un premier temps la scène en version originale et vous échangez entre vous. C'est-à-dire qu'on voit la scène en original, en même temps on découvre notre texte qui est sur une bande rythmo qui défile en dessous l'image et qui est calé avec l'image évidemment, et il y a nos noms de personnages avec une barre qui définit là où tu dois commencer à jouer en fait ton texte, et la longueur et les mots sont placés de façon à correspondre au labial, aux ouvertures de la bouche de l'acteur que tu doubles. Et en fait souvent aussi on lit des trucs et on essaie de comprendre, on écoute l'anglais évidemment, on essaie de choper les émotions, leurs mouvements, parce que c'est très important de suivre les mouvements, surtout quand il y a des scènes d'action. Oui, on vous voit, vous bougez beaucoup dans le studio. Tu sais, pour jouer la comédie, il faut ton corps normalement, même si tu peux pas bouger, t'as besoin de ton corps, et la voix voilà. Et en plus dans les scènes de bagarre, alors on peut pas trop se foutre des bourre-pifs et trop bouger devant le micro, parce qu'il faut pas trop se décentrer du micro, mais t'as quand même besoin d'une petite activité, et la voix est hyper influencée par ta position physique aussi quand même, donc selon selon ce qui se passe à l'image, on essaie de modifier aussi ça. Si tu souris, si t'es allongé, ta voix est pas exactement pareille, tu vois. Vous allongez pas dans le studio? Non, mais tu trouves des trucs, voilà. Et puis tu finis par savoir utiliser aussi ta bouche, ta gorge pour modifier comment ta voix va sortir. Tu prends de l'expérience. C'est un vrai travail. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est un vrai boulot. Mis en cause. Alors c'est vrai ça qui est génial après c'est comment te dire, je voudrais pas donner il y a quelque chose de très technique dans le doublage, puisque tu dois t'oublier toi pour correspondre à l'acteur que tu doubles, et qu'on ait l'impression que c'est lui qui parle en français au maximum. Donc il faut évidemment avoir un dialogue qui soit le plus synchro possible, et toi tu dois vraiment rentrer dans l'image. Nous on dit souvent rentrer dans l'œil du personnage, mais alors il y a ce truc technique, être en place, vérifier par exemple s'il met le monde devant la bouche, s'il fume, s'il mange, tu essayes d'intégrer tout ça dans ton jeu, de jouer. Donc tout ça est très technique, mais en même temps la première chose qui intéresse, la chose la plus importante, c'est d'abord jouer la situation. Toutes les choses techniques, tu peux le refaire si tu t'es planté. Enfin, normalement, on a le temps. Tu peux le refaire si tu t'es planté. On peut aussi un peu t'aider techniquement en gardant une partie de ce que tu as fait, si c'est très compliqué, et puis reprendre un autre petit bout, etc. On peut t'aider quand même un peu. Bon, en règle générale, on essaie de tout faire en même temps. Donc, faut te souvenir de tout ça. C'est très technique, mais il y a un moment, faut
quand même te lâcher et jouer la comédie. Et moi souvent je dis qu'on est un peu comme des musiciens de studio, quoi. C'est-à-dire t'as une partition, on te demande d'avoir un certain son avec ton instrument, mais ça n'empêche que dans ce cadre-là, tu amènes quelque chose aussi de toi-même, de ton jeu, parce que c'est très important de dire ça, parce que le doublage, ça n'est pas qu'une traduction des mots, c'est aussi pour moi une adaptation culturelle. Yeah, c'est-à-dire de mettre de façon à ce que la personne qui regarde tout de suite pige la situation et les émotions. Et ça se fait pas que par les mots, ça se fait aussi par les intentions qu'on met. Et pour moi, c'est hyper important de dire ça, parce que ça répond aussi aux gens qui disent « Ah oui, mais là, pourquoi ça n'a pas été adopté pareil ? Ah oui, mais là, vos voix sont pas les mêmes. » Non, parce que nous, en français, on fait pas ça, on joue pas comme ça. Pour faire passer la même émotion, on va passer par une autre intonation, voilà. Pour arriver au même résultat, on passe un peu par un chemin différent. Oui, et puis, moi je dis souvent que Buffy a marché parce que tous les ados qui regardaient Buffy avaient envie d'être potes avec Buffy, Willow et Xander. Et oui, on serait pas potes avec des Américains sur lesquels on aurait collé des mots français. On est potes parce qu'ils avaient l'air d'être français aussi, peut-être. Parce qu'ils sont accessibles, ils avaient l'air de nous ressembler, exactement. Et notamment, moi, mon boulot sur Xander, c'était vraiment ça, c'est d'être en fait, quoi qu'il fasse, sympa d'emblée, quoi. C'est-à-dire que d'emblée, c'est voilà, il a beau être fragile, dire des bêtises, être malhabile, tout ce que tu veux, d'emblée, on a envie d'être pote avec lui. Et même si il fait, parce qu'on se rend compte maintenant, à force de revisionner les épisodes, il y a beaucoup de fans qui se disent, Xander, il est pas, parfois il est un poil misogyne, parfois il est pas très cool, parfois comme ça. Mais on s'en rendait pas forcément compte au premier visionnage parce qu'il a l'air tellement sympa qu'on peut oublier tout ça. Après, il y avait beaucoup ça dans cette série. C'est des jeunes gens qui se cherchent, donc chacun à leur façon. Lui, c'était beaucoup sur le manque de confiance, l'affirmation de soi, etc., quoi. Tu as doublé Nicholas Brendon pour toutes ces autres quasiment, oui, je pense, à peu près. Des téléfilms, des séries, mais bon, il fait pas grand-chose. Donc, le dernier truc dans lequel je l'ai doublé, ça devait être des épisodes de Criminal Minds. Ouais, donc Esprit criminel en français. Donc ça doit dater d'il y a quelques années. Il faisait des petites apparitions, il faisait un rôle de geek qui lui allait pas mal du tout. Et puis voilà, j'ai doublé dans 2-3 téléfilms, j'ai doublé dans cette série dont on a parlé Kitchen Confidential, Kitchen Confidential, que je trouvais génial. Et puis en règle générale, on m'appelle pour le doubler quand il apparaît dans X séries. Mais c'est vrai qu'il fait plus que des conventions. Non. Il fait beaucoup de conventions. Ouais. je le suis un peu sur Twitter. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois qu'il balance des trucs. Et c'est devenu son métier, je crois. Il a même fait des commentaires audio de Buffy, mais on en reparlera une autre fois. Parce que c'était. Il fait comme nous aux États-Unis, il regarde, il parle de. Il lance un épisode et puis il en parle. Il l'idée en fait. Ouais, il nous a piqué l'idée grave, mais il ne joue pas. Mais lui, il se filme. Par contre, là, à l'époque après. Lui, il se filme. Oui, bien sûr, c'est normal. Il se met bien en scène, C'est normal. Alors moi j'ai fini les gars. Est-ce que vous aviez des questions à poser à notre invité sur la partie Buffy parce que là, oh là là, il vient de sortir un dossier. Je vous sens brûler d'impatience. Voici le tome 1. Peut-être que vous voulez parler le tome 1 des questions. Je reviendrai. Peut-être que vous avez parlé des autres rôles. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai plusieurs questions en effet sur Xander et sur Son Gohan et Trunk. Allez-y sur le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Brocoli. Alors sur le chat ils ont pas mal de questions aussi. On verra si on va peut-être pas toutes les. Mais pour le coup la première question tu as un peu répondu tout à l'heure, c'est voilà, est-ce que vous avez le droit de sortir un peu du texte? Donc tout à l'heure tu disais que c'est-à-dire que je dirais que on est un peu moins libre maintenant qu'avant par rapport à tout ça. On est un peu plus surveillé par les diffuseurs, les clients, ce qu'on appelle. Tu peux tenter un petit truc. Et si je faisais ça? Après, selon oui, de toute façon, on peut toujours essayer d'améliorer etc. Surtout, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, faut rester dans son personnage, tout ça. Après, je pense qu'il y a des personnalités qui peuvent se le permettre plus que d'autres, sans être trop prétentieux. Je pense que je fais partie de ceux qui, en règle générale, peuvent proposer des choses. D'accord. Parce que j'ai un peu de bouteille, que je suis là depuis un petit bout de temps. Ta voix, tout le monde connaît ta voix. Il faut quand même dire ce qu'il y a, je double souvent des gens que j'ai déjà doublés, donc si tu veux, les gens savent que je connais bien les comédiens que je double, donc voilà. Okay. Sur le chat, on nous demande si tu as déjà rencontré Nick Brendon, mais pour le coup, on en a parlé en off. Non, on a parlé en off. Non, ça a failli se faire. Claire était avec lui une fois à une convention, elle m'a appelé vite, viens, il est super cool, tout ça. Et puis j'ai pas pu, j'étais pas là, j'étais pas à Paris. Et donc peut-être un jour,
peut-être un jour. Oui, il vient souvent et ça devait se faire dans une convention. Ils ont pas pu, je sais pas quoi. Mais peut-être ça se fera. Ouais. Ce serait sympa. Il doit être cool. Il doit être sympa. Évidemment, ça parle de Dragon Ball. Ouais. Alors justement, j'enchaîne vite fait. Alors une question un peu naze, excuse-moi, mais voilà, entre Gohan et Trunk, lequel tu préfères? Non, mais il fallait que je la pose. Je suis désolé. Voilà. Gohan, Trunk et Broly. J'ai déjà répondu à ça. Je suis assez à l'aise avec ça. Non, mais j'aime bien Dragon Ball. Après, encore une fois, nous, on n'a pas du tout la même approche que les gens qui sont fans ou qui regardent. Mais pour avoir interprété les deux, mais j'aime bien le personnage de Trunks parce que il y a une complexité. J'aime bien le côté quand il vient du futur, etc. Voilà. Donc j'aime bien le personnage de Trunks, mais j'aime bien mes trois personnages. Même Broly, je trouve qu'il gueule un peu trop. C'était bien le souvenir que j'avais du film qu'on avait fait il y a 15 ans. Et quand c'est revenu là, j'ai fait waouh, ça m'a piqué quand même les yeux un peu. Parce que la baston de la fin, ça m'a un peu fait mal. Je peux te dire qu'on voulait voir Dragon Ball avec Sartman, on voulait le voir que en VF. C'est cool. C'était hors de question de le voir. De toute façon, sinon je me barrais là. Tu m'avais dit que tu l'avais pas vu en VF. Et pour finir, bon alors effectivement, tu as un peu répondu tout à l'heure. Voilà, est-ce que le travail de comédien de doublage a changé depuis les années 80? Donc, il y a des choses qui ont changé, comme dans tout. Voilà. Et puis, vous regardez ça, c'est le plaisir, le spectateur et tout. Mais oui, enfin moi j'adore faire ça, hein, j'ai pas de souci, mais je veux dire, c'est une industrie. Le doublage permet quand même principalement aux Américains de distribuer, de vendre toutes ces séries qu'ils nous vendent. Ça a l'air, ça fait toujours bizarre aux gens. Ah ouais, la VF c'est nul, gna gna gna, mais toutes ces séries n'auraient pas autant de succès. Non, puis nous, Buffy, on l'a découvert en voilà. VF. Et les gens sont souvent. Ah oui, alors. Est-ce que le doublage était plus soigné à cette époque ou pas? Non, soigné, je peux pas dire ça. Je veux dire, la technique a évolué et ça nous aide souvent aussi. La grosse différence, alors je vais donner un exemple que les gens sachent un peu de quoi on parle. Quand on faisait Friends, on était tous les 6 tout le temps devant le micro parce que on pouvait pas faire autrement. Il y avait que 2 pistes pour enregistrer. Ils sont quasiment tout le temps à l'image, donc on était tout le temps tous ensemble pour faire nos scènes et jouer. Donc dans des Dragon Ball, la première version, on était comme ça aussi. Donc ça veut dire que tu as une sorte d'ambiance de troupe que nous on adore. Et donc il y a une réactivité. Voilà. Maintenant, la technique permet d'être tous séparés. Souvent, le mixage, pour le mixage des voix avec les bruits, avec la musique, c'est plus facile que tout soit séparé. Évidemment, ça veut dire que des fois tu te retrouves tout seul à jouer une scène d'amour, une scène de baston, et que ça peut être complexe. Alors les directeurs artistiques qui nous dirigent essaient de mettre les gens par groupe. C'est-à-dire t'as plusieurs séquences avec 2-3 comédiens, t'es toute la matinée avec les mêmes comédiens, et puis tous ceux qui ont que des choses anecdotiques à faire avec toi, ils viennent un autre jour, c'est pas grave. Et puis on a pris l'habitude de s'écouter, écouter ce que l'autre a fait avant. Maintenant, donc c'est un peu différent. Tu vois, faut bien écouter l'original, faire attention s'il y a déjà quelqu'un qui a enregistré en français, de bien lui répondre, de bien jouer avec lui. Mais c'est difficile de jouer avec quelqu'un qui n'est pas là. A priori, on s'en sort pas trop mal. Maintenant, faut pas dire que du mal de la technique. C'est génial aussi d'avoir toutes ces pistes. Quand il y a des choses difficiles à faire, ça permet. Tu peux pas le refaire 36 fois. Tu vois. Est-ce que vous avez autant de temps qu'à l'époque du coup pour faire Écoute, déjà à l'époque, je trouvais qu'on allait vite. Friends, on allait vite. On doublait quand même 2 épisodes par jour, quoi. Ah ouais. Et Buffy, tu faisais 12 jours pour... Non, pour Friends, ça faisait 12 jours pour une saison. 12 jours. Mais Buffy, on devait avoir un petit peu plus de temps pour Buffy. Et puis, c'est des épisodes un peu plus longs que Friends. C'est du 42 minutes. Friends, c'était du 24-25, je crois. Non, la technique aussi permet d'aller vite. Il faut savoir que maintenant, tu remontes à n'importe quelle scène dans n'importe quel épisode instantanément. Avant, fallait remonter fallait rembobiner. Donc ça mettait le temps physique de rembobiner. Donc tout ça a changé, ça a suivi l'évolution de la technologie. C'est très technique le doublage en fait. Donc tout ça change des choses. Maintenant, non, je peux pas dire que il y a des super doublages maintenant. Faut pas déconner. Il y a des choses très très bien faites. Et notamment, on parlait des auteurs, mais je pense que autant il y a des
texte parfois pas terrible maintenant parce que il y a beaucoup de choses à écrire, beaucoup de choses à doubler. Hein. C'est quand même en plein boom les séries avec les plateformes Netflix, Amazon, je crois qu'il y a Game of tout Thrones ça. En ce moment, j'ai entendu parler d'un ouais, truc, une petite série, ouais. Mais si tu veux, je pense que les bonnes séries, enfin le niveau du doublage en France est plutôt pas mal, je pense quand même. Alors pour finir, moi c'est pas une question, c'est juste une déclaration. C'est-à-dire que attention, musique, s'il te ma plaît. déclaration. Non, mais l'adulte que je suis doit beaucoup à Xander, Joey et Sangwan, donc c'est je voulais vrai. te dire merci Bah, beaucoup, c'est gentil. Marc. Je suis Voilà. désolé pour le traumatisme, ça coûte pas Ah trop non, cher. mais au contraire, non, ça m'a beaucoup aidé. Ça va. Les 3 personnages m'ont beaucoup aidé. C'est que des belles personnes. Ils m'ont. C'est toute notre génération, quoi. Alors je sais pas, je prends un coup de vieux quand on me dit ça. Quand je vais dans les conventions, j'ai des mecs donc même plus vieux que vous, hein, qui viennent me voir et me disent on a grandi avec votre voix et tout ça, et puis ils m'amènent leur gamin et même parfois le gamin du gamin, parce que t'en as un peu ils ont eu des mômes assez jeunes, donc j'ai les 3 générations et c'est rigolo. Après tu prends une petite claque, mais bon, c'est pas grave. Ouais, tu nous as dit ton âge, tu fais absolument pas ton âge. Hein, ouais, mais moi j'ai commencé très jeune, j'ai une histoire très particulière, moi, tu sais. Donc... Mais alors, pour parler un peu justement d'histoire est-ce que t'as un personnage que tu préfères parmi tous ceux que t'as doublés, ou tu pourrais pas choisir? Non, c'est compliqué, je peux pas choisir. Il y a des choses que Joey, j'ai adorées. En tout cas, qui t'a plus je veux dire, non mais Joey, c'est pas qui m'a marqué. C'est-à-dire que c'est énorme. C'est tellement connu. Ouais. C'est tellement connu et c'est tellement diffusé, rediffusé. Et puis je le double en ce moment, Matt Leblanc. Donc oui, je l'adore et le personnage est génial. Mais je veux dire. Tu peux pas avoir cette approche-là. J'adore le doubler, et puis il y a des choses que j'ai aimé doubler, effectivement. Après, dire que je préfère l'un ou l'autre, honnêtement, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai doublé beaucoup de choses sympas, pas toujours aussi connues que Buffy ou Friends et tout ça. Et t'arrives pas à trouver un personnage pour lequel t'as plus de... Alors, si vous voulez vraiment que je dise quelque chose, c'est peut-être pas d'affinité, mais il y a eu, en fait, je dirais... celui qui a été un peu le démarrage de tous ces neuneux que j'ai joué après, mais que j'adore faire, hein. Tous les Goliots que j'ai pu faire, c'était Cody. Mais oui, Cody dans notre belle famille. Cody. Et ce qui était génial en plus, c'est que j'ai eu mes cartes blanches, parce que c'était Philippe Auguste, tu vois, qui, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui dirigeait cette série, parce que lui il doublait donc comment il s'appelle, l'homme de l'Atlantide là, qui était dans Dallas, Patrick Duffy. Et en fait, le mec que je double là-dedans, c'est le gars que je doublais dans Dallas. Donc il devait être pote avec Duffy. Et dans Dallas, il était très mauvais. Je faisais le fils caché de JR et il est vraiment très emprunté et tout. Et en fait, c'est un mec qui faisait du kickboxing. Il a été dans un film hyper connu. C'est une brute. Le premier. Non, le truc de kickboxing 1, là, c'est lui en fait, ou 2. Et il est super balèze. Et en fait, il arrive dans cette série et il me rappelle, parce que là, il commençait un petit peu à faire attention à qui avait doublé quoi. Puis c'était la même société qu'avait fait Dallas, donc voilà. Il me rappelle, et franchement, sur le coup, j'ai failli pas y aller parce que je le trouvais tellement mauvais. J'ai fait, oh la vache, oh non, pas lui. Non, sans moi. Et puis finalement, je fais, bon, allez, c'est du taf. Et puis c'était avec une bande, je savais qu'il y avait des potes sur cette série parce qu'il est arrivé quelques épisodes après le début. Et j'arrive et je vois ce mec qui fait des trucs complètement délirants, qui a l'air complètement barré. Je fais, putain, heureusement que j'ai dit oui, quoi. Et en plus, Philippe Auguste me dit, écoute, il est marrant, il fait n'importe quoi, il chante, vas-y, quoi, éclate-toi, machin. Et en fait, je faisais un peu ce que je voulais, je disais pas toujours ce qui était écrit pour mon personnage. Et tu vois, j'ai pu placer les trucs, les délires, metal, trash et tout. C'est moi. En fait, c'est pas écrit, c'est pas l'auteur qui avait écrit ce truc-là. C'est moi qui ai commencé à foutre toutes ces conneries-là. Et là, c'était un exemple de choses où t'es un peu libre, mais ça allait tellement dans le personnage. J'ai un peu exagéré son rire, en anglais qui était pas mal. Mais tu vois, c'est là où j'ai commencé. Et du coup, on m'a collé un peu l'étiquette du mec qui avait un peu gogol sympa, et je pense que c'est pour ça qu'on a pensé à moi pour Joey, parce que Joey c'est un peu le petit frère. C'était Joey qui t'avait permis de faire celui-là, mais en non, fait, Cody c'est bien avant, je crois. D'accord, c'est avant, tu vois. Mais alors, t'as gagné au change, parce que pour le coup, Joey est un poil. Un poil carrément plus classieux. Oui, carrément. Quoi. Mais c'était marrant parce que c'était et puis moi, bon, j'étais pas trop... Je faisais ça quand même depuis un bout de temps déjà, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé vraiment tout gamin. J'ai commencé, j'avais 7 ans.
Voilà. effectivement. Bah, s'il y a un rôle qui m'a marqué, entre guillemets, c'est peut-être le premier truc que j'ai enregistré. Je fais le chat Berlioz dans les Aristochats. Et j'avais 7 ans. C'était en 19... Les Aristochats, C'était dans les années 70, quoi. Ah ouais, donc t'es si vieux que ça, quand même, c'est un truc... Bah oui, non, mais c'est exactement ça, les mecs. Donc, je suis Dorian Gray en fait. et si tu veux, bon bah ça c'est culte, oui, ça a une certaine importance parce que c'est la même version en plus maintenant. Qui continue quoi. Mais oui, parce que le 3/4 sont avec mon fils, ouais, bah tant mieux parce que le 3/4 des Disney sont redoublés. Bah ceux-là non, ceux que j'ai fait moi, non, tu vois, j'ai fait ça, oui, j'ai fait le Pinocchio. Ouais, c'est pour des histoires techniques souvent ou des histoires. Ah oui. Ouais. Moi, il faudra qu'on m'explique parce que les Dents de la Mer redoublées, j'y arrive pas. Evil Dead non plus, j'y arrive pas. Ah oui, tout ça a été redoublé. Ça peut être pour des questions de droit, de musique, de machin, de choses comme ça. Ça peut être pour des questions de technique. Ouais. Tu vois, une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure par rapport au mixage, je parlais de la technique. Bah, c'est vrai que maintenant, un des effets positifs aussi de cette technique, c'est qu'il y a beaucoup de mixage, il y a beaucoup plus d'effets. T'as des séries qui sont en Dolby, machin, et le fait d'avoir plein de pistes séparées, ça facilite aussi le mixage de tout ça. Bien sûr, mais pourquoi pour pas prendre la piste originale et juste tu la transcodes? Ça marche pas comme ça. Bah c'est dommage. Mais du coup, c'est parce que, enfin bon. Après, quelqu'un de plus aguerri que moi, techniquement, pourrait certainement t'expliquer mieux. Mais c'est plus facile pour eux, en fait, de refaire carrément tout le doublage. Alors pour les doublages refaits, je te dis, il y a des normes techniques qui ont évolué et il y a des bandes qui ne s'y prêtent pas, effectivement. Et puis peut-être parce que parfois ils ne trouvent plus les choses séparées. Ok. Parce que tout est pas archivé. Parfois ils ont la VF collée avec les bruits et les trucs et ils peuvent pas du coup les retraiter en 5.1, etc. Tu vois, il y a des problèmes comme ça. D'accord, bon. Moi j'ai une dernière question, Marc. Est-ce que tu fais du doublage, mais est-ce que tu joues sur scène parfois dans des courts-métrages? Oui, bien sûr, ça m'arrive pas dernièrement pour plein de raisons. Et puis il y a des tas de trucs qui n'ont pas marché, mais j'ai fait plein de choses différentes. Et puis moi je suis chanteur et musicien, et donc j'ai fait beaucoup de scènes aussi en tant que. Enfin, j'avais des groupes et des trucs. Alors ces dernières années, je suis un peu pour des raisons personnelles en sommeil, on va dire. Mais oui, j'ai fait plein de trucs différents. Et puis, alors moi je suis pas dans des gros coups, etc. Mais il y a des choses aussi qui se font pas, quoi. C'est un peu le problème quand tu essayes de monter des trucs perso et tout ça. C'est un monde cruel. C'est un monde cruel. D'autres questions, messieurs? Non, c'était. J'ai fini sur ma déclaration. Cette déclaration d'amour qui est très, très émouvante. Je te remercie. Je t'en prie. Petite larme. En fait, on se rend pas compte à quel point Internet a changé tout ça. Je pense qu'en fait, les doublages en France ont toujours permis cet impact sur les gens qui écoutaient. C'est juste que Internet a ce truc qui est à double sens finalement, où les gens qui regardent et qui écoutent tout ça peuvent réagir et envoyer dans les tuyaux leurs réactions. Et ça reste en vie, quoi. C'est parce qu'il y a cet échange et les gens s'intéressent beaucoup au doublage. Il y a vraiment un truc sur les voix parce que c'est vrai aussi que tout le monde est un petit peu nostalgique de son enfance, de l'adolescence, de tout ça, et que du coup, les gens, par exemple, on parlait de Dragon Ball, qui ont découvert Dragon Ball dans le club d'eau, ils sont hyper attachés. C'est incroyable cette nostalgie. Et je vois des gens très jeunes être déjà nostalgiques. Tu vois, des gens qui ont à peine plus de 20 ans qui me disent « Ah ouais, c'était chouette, quand j'étais petit. » Je fais « Attends, mais t'as quel âge ?» Je fais « Waouh !» Il y a 3 ans. C'est incroyable, quoi. Je fais « Mais t'es encore petit, tu sais. » Et c'est étonnant, mais c'est normal, tout ça. C'est super. Moi j'ai envie qu'on termine sur cette nostalgie. C'est beau, hein. Moi j'ai envie de finir là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé ce podcast. Moi aussi, c'était cool. Un petit truc quand même. Alors allez suivre la chaîne. En rubrique alors. Voilà, une reco sur. Le mec s'appelle Onicorp, c'est un russe, qui fait qui fait le parallèle entre les hommages qu'il y a dans Futurama, les Simpsons et autres séries, et le cinéma, c'est-à-dire toutes les scènes qui sont reprises dans les Simpsons et compagnie, leur équivalent, leur origine en fait. Voilà, je trouve que le mec prend beaucoup de soin à mettre ça en place, donc voilà, Onicorp.
Toi, je couperai ça au montage. Je m'en fous, je l'ai bon, dit. Moi, je vais y aller parce qu'il y a vraiment une ambiance. Il y a un petit conflit là. Ah non, mais là encore, ça va. Hein. Et il s'était tenu tant que voilà. Mais non, je te la laisserai ta chronique. Non, c'était super en tout cas. C'était génial. Un épisode qu'on a bien commenté. On a appris plein de choses avec toi. C'était un super moment. Et donc on va dire au revoir à tout le monde. Et bien au revoir tout le monde. On va merci sur le chat. Gros merci bisous à ceux qui ont écouté. Ciao à tous. Et on vous dit, on sait déjà quand est-ce qu'on enregistrera le prochain épisode, ce qui fait complètement exceptionnel puisqu'on l'enregistrera. On se délocalise. On l'enregistrera dans le Limousin. Figurez-vous. C'est une blague. Attention. Qu'est-ce qu'on va faire dans le Limousin? Je ne sais pas. On va aller voir des collègues fans de Buffy, avec Fabrice et Patrice. Des potentiels. Avec nos potentiels. Et ça sera mi-mai, je crois. Tu sais pas donc. Non, mais si. Je sais à peu près, j'ai mes billets de train. Le 11 mai, je crois. Le 11 mai, voilà. Alors, on sera peut-être pas en live, mais sachez que le prochain enregistrement se passera donc mi-mai. Donc, on fait des gros bisous. On te remercie encore beaucoup. Merci Marc, à vous pour l'accueil. Merci, c'était très sympa. C'était super. Merci beaucoup. Et on vous merci beaucoup. Les mecs qui se félicitent. Et merci beaucoup. Merci. C'est toi le cool. Non, c'est vous. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Bon, d'accord, c'est moi. Et pensez à mettre 5 étoiles, hein, évidemment. Oui, des commentaires. Des commentaires. N'hésitez pas. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Ciao. Ciao.